Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la 5e édition du balado Le Long des Bandes. Mon nom est Damien Larivière et je suis avec mon collaborateur de toujours, Léo Anctil. Yes, salut tout le monde. Encore aujourd'hui, un épisode bien chargé qui vous attend. On débute avec notre habituel segment sur les Canadiens de Montréal, qui sont tout feu tout flamme présentement. Par la suite, on a un énorme match qui nous attend ce soir, les Seahawks qui affrontent les Patriots pour la 60e édition du Super Bowl. On va en discuter de long en large. Par la suite, on vous présente nos 10 équipes qui pourraient être aspirantes à la Coupe Stanley cette saison. On va en débattre. Par la suite, 5 espoirs qui sont soit en train de brûler leur ligue ou plutôt de refroidir les ardeurs des amateurs. On va en discuter. On va aussi parler de l'échange d'Artemi Panarin qui a pris la Ligue nationale de hockey par surprise cette semaine. Et on conclut avec l'un de nos jeux habituels. Donc Léo, je te laisse te lancer avec nos Canadiens de Montréal. Oui, on va commencer en parlant des excellentes victoires qu'ils ont eues récemment. Oui. Donc c'est des victoires, tu sais, dans le dernier mois, dans le mois de décembre et de janvier, ils ont battu les Hurricanes, ils ont battu le Wild, les Golden Knights, l'Avalanche, oui, même les Sabres, que c'est une excellente victoire pour la course en série, puis une défaite en prolongation contre le Wild. Bref, c'est une belle séquence de victoires qui, grandement grâce à Jakub Dobeš, qui lui a été invaincu dans le mois de janvier. 6 victoires en 6 matchs. Ouais. C'est tout de même remarquable. Il a perdu en prolongation contre le Wild dans son premier match en février. Mais écoute, est-ce qu'il commence à se forger une place en tant que numéro 1? Est-ce qu'il s'est déjà forgé sa place? Qu'est-ce que tu en penses? La situation des gardiens a été extrêmement chancelante à Montréal depuis le début de la saison, si bien que je crois qu'au cours des 2 à 3 dernières semaines, Martin Saint-Louis il va avec la fameuse mentalité « if you win, you're in ». Donc, si tu remportes le match, techniquement, tu vas être le partant pour le prochain. Et Jakub Dobeš a vraiment élevé son jeu d'un cran et Saint-Louis lui a accordé sa confiance. Pour l'instant, il la mérite. Après avoir débuté la saison sur les chapeaux de roue, Jakub Dobeš avait énormément ralenti, mais il rehausse sa cote présentement et il joue la majorité des matchs. Donc, je le vois bien s'établir à titre de partant, du moins pour l'instant. Oui, puis tout de même, Samuel Montembeault, il y a eu un match très solide contre les Jets de Winnipeg. Oui, victoire convaincante. Oui, puis ça peut lui redonner de la confiance. Il a quand même eu 36 arrêts sur 37 tirs, puis il a fini avec un pourcentage d'arrêt de .973. Exact. Il a fait face à beaucoup de tirs, surtout avec un Kyle Connor qui était très dangereux dans ce match-là. Oui. Fait que, tu sais, les Jets, c'est une équipe qui sont dans les fins fonds de la ligue, mais ils ont quand même quelques superstars qui peuvent être dangereux contre certaines équipes. Mais Montembeault a tenu bon pour ce match-là. Oui. Puis je pense vraiment que, selon le format dont tu parlais, là, you win, you're in, ouais. Dobeš, en ce moment, est vraiment rendu le numéro 1 grâce à toutes ces victoires qu'il réussit à avoir. Puis Montembeault, c'est sûr qu'en début de saison, on le voyait comme un des pièces maîtresses pour le futur du Canadien, mais là, on commence à se reposer des questions si peut-être aller chercher un échange, peut-être l'échanger, aller prendre vraiment un gardien de confiance. À moyen terme, est-ce que Samuel Montembeault figure vraiment dans les plans du Canadien? Ce sera intéressant de suivre ça sur le long terme, mais d'ici la fin de la saison, on souhaite simplement établir une stabilité avec notre duo de gardiens, Jakub Dobeš qui récupère en confiance, Samuel Montembeault qui pourrait poursuivre sur sa lancée. D'arriver avec un duo de gardiens stable en série, ça pourrait se révéler un énorme plus pour les Canadiens, et en ce moment, c'est ce qu'on voit, notamment avec une performance convaincante face aux Jets que tu mentionnais, mais le dernier mois ou presque a vraiment été étincelant pour Jakub Dobeš particulièrement, donc intéressant à suivre. Pour le reste de la saison. Oui, en parlant d'échanges, les Canadiens, évidemment, sont allés prendre Philippe Danault. Oui. Est-ce que tu penses que d'ici la date limite des transactions, qui est le 6 mars, est-ce que tu penses qu'ils devraient aller prendre un autre joueur pour peut-être essayer d'aller encore plus loin en série? Idéalement, le Canadien aurait besoin, à mon avis, d'ajouter un ailier de top 6 qui peut amener une certaine robustesse, qui joue avec un aspect de papier sablé. Sur le marché, présentement, les options qui figurent à ce profil-là demeurent assez restreintes, mais on dispose d'un atout indéniable chez le Canadien, c'est Patrik Laine. On va probablement tenter de le mettre en valeur suite à la pause des Olympiques pour justement rehausser sa cote avant la date limite des transactions pour le placer dans un échange éventuel. À voir si les Canadiens sont en mesure de compléter une transaction. On a entendu des rumeurs au sujet de Blake Coleman au fil des dernières semaines. Est-ce que c'est une option envisageable pour Kent Hughes? À voir. À mon avis, le Canadien va demeurer assez conservateur, considérant le marché qui est en sécheresse, mais hâte de voir ce que Kent Hughes peut cuisiner. Puis les Canadiens ont dit être ouverts à
conserver 50% du salaire de Patrick Laine si jamais il y a une transaction avec lui. Mais je pense que, selon moi, il devrait vraiment pas se presser, le Canadien. Tu sais, c'est pas... ils sont pas aspirants pour la Coupe Stanley cette année. Ils vont pas... ils n'ont pas besoin d'échanger des espoirs pour aller chercher un joueur de puissance qui est pas absolument nécessaire en ce moment. Donc, non, on sent la fenêtre de contention s'ouvrir sans vraiment pouvoir affirmer que le Canadien figure parmi les prétendants au sommet de la montagne. On a des équipes telles que le Colorado, les Stars, les Oilers qui sont vraiment all-in, tandis que du côté des Canadiens, notre fenêtre est beaucoup plus ouverte et l'avenir semble plus prometteur un peu. Donc, on a le droit, on peut se permettre d'être patient du côté de Kent Hughes et le futur demeure assez étincelant du côté de Montréal. Puis un autre joueur dont je voulais parler, c'est David Reinbacher. Oh, oui. Est-ce que tu penses que le Canadien serait prêt à le mettre dans un paquet pour l'échanger? Est-ce qu'il serait prêt à mettre fin à ce 5e choix au total? Ben, je crois que le Canadien va tout de même œuvrer de patience. Comme on le disait, le marché est pas des plus ouverts présentement, donc je crois pas que le Canadien soit hyper agressif. Mais à la prochaine date limite des transactions, si un candidat idéal pour Kent Hughes est sur la table, je vois bien les Canadiens briser le mariage avec David Reinbacher parce que, soyons honnêtes, sa valeur diminue depuis quelques années. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il pourrait s'établir comme un défenseur top 4 dans la Ligue nationale de hockey, être efficace dans les 3 zones de la patinoire, mais peut-être pas à la valeur d'un choix d'un 5e au total. Ouais. Donc, hâte de voir ce qu'on peut faire avec David Reinbacher, mais ça demeure un atout, une pièce maîtresse même d'un échange éventuel. Ouais. Le Canadien, en ce moment, est 2e dans l'Atlantique avec 72 points. Oui. Ils sont tout juste au-dessus des Red Wings parce que ceux-ci ont un match de plus de jouer. Ouais. En ce moment, ils sont à 6 points du Lightning de Tampa Bay contre qui il leur reste 2 matchs à jouer cette saison. Lightning ont 78 points avec 2 matchs de moins à jouer. Donc ça va être très dur de les rattraper, surtout s'ils continuent à jouer comme ils jouent en ce moment. Exactement. On va en parler un peu plus tard dans le balado. Ouais. Là. Ouais. Ils sont sur une séquence incroyable. Donc l'Atlantique qui commence vraiment à se resserrer, à s'échauffer pour la course aux séries. Il y a les portes qui se ferment pour les équipes de l'extérieur. Parce que les Sabres et les Bruins continuent d'aligner les victoires. Honnêtement, le rendement est assez similaire du côté du Canadien, des Wings, du Lightning. C'est toutes des équipes qui fonctionnent à plein régime présentement. Ouais. Donc, on voit les Panthers, les Sénateurs et particulièrement les Maple Leafs glisser au classement et l'écart qui ne cesse de grandir. Donc, à ce point-ci, je crois que le portrait de l'Atlantique commence vraiment à s'établir, considérant que 20 à 25 matchs sont restants. Puis le top 5 de l'Atlantique, t'en parlais, c'est pas des équipes qui vont échapper 5-6 matchs de suite, c'est pas des équipes qui vont échapper 8 matchs en 10, c'est vraiment des équipes qui jouent à un très haut niveau en ce moment. On ne sait jamais avec les Sabres de Buffalo, mais je dois t'avouer que cette saison, ils renversent la vapeur. Mais c'est comme on le voit en ce moment, je pense pas que ça risque pas d'arriver dans un futur rapproché, mais bref, c'est une Atlantique qui est plus forte que la métropolitaine, ça c'est sûr. Puis, honnêtement, Anthony Desaulniers le mentionnait à BPM Sport cette semaine, quand tu regardes les finales de la Coupe Stanley des 7 dernières années, on a 8 participants de la division Atlantique, 0 de la métropolitaine, quand on considère que la finale 2021 opposait les Canadiens au Lightning. Sinon, c'est tous des finalistes de l'Atlantique, donc vraiment une division de hockey qui demeure puissante, et dans un avenir rapproché, la tendance risque de demeurer la même. Donc, on a une belle représentation olympique du côté des Canadiens de Montréal. 4 joueurs qui sont du côté de Milan et de Cortina. Ouais. Suzuki pour équipe Canada, Juraj Slavkovski pour équipe Slovaquie, Oliver Kapanen pour équipe Finlande et pour compléter la liste, Texier du côté d'équipe France. Donc, quel joueur aura la plus grande importance à son équipe selon toi? Oui, je t'ai fait un classement un top 4 selon l'importance qu'ils vont devoir jouer pour leur équipe. Ouais. Donc, en première place, j'ai mis Juraj Slavkovski, qui est vraiment le joueur étoile de la Slovaquie, même s'il y a quelques joueurs de la LNH à ses côtés, comme Simon Nemec, Fervari, Chernak, bref. Oui. En deuxième place, je t'ai mis Alexandre Texier, amplement d'accord, qui, lui, est le seul joueur de la France. Donc, si... je vais rappeler le format. Le format, c'est évidemment, il y a 3 groupes de 4. Exact. Puis, ça va pas se jouer selon les 2 premiers de chaque groupe, puis ensuite, 4e A. Sinon, ça va être le top 4 du classement général, si on peut le mettre comme ça. Donc, le top 4, les équipes qui vont avoir le plus de points. Oui, parmi les 12. Oui, et ensuite, celles qui vont être classées de 5 à 12 vont jouer contre pour
pour se rendre en quart de finale. Et la France, s'ils veulent avoir une chance de se rendre en quart de finale, il va falloir qu'ils se rallient sur Alexandre Texier, qui est leur seul joueur de la LNH, je le rappelle. Oui. Même s'il y en a quelques-uns qui ont déjà joué en LNH, comme Pierre-Édouard Bellemare. Oui, exact. Ensuite, en troisième place, on va peut-être devoir en débattre, mais j'ai mis Nick Suzuki. Honnêtement, je suis amplement d'accord. Qui, selon moi, a beaucoup de... oui, il y a beaucoup d'entourage. Il y a beaucoup de joueurs de la LNH, évidemment, qui l'entourent. C'est juste des joueurs de la LNH, en fait. C'est ça, exactement. Selon NHL.com, l'alignement offensif d'équipe Canada sera comme suit. Donc, ce sera en prédiction. Celebrini, McDavid, Marner sur la première ligne. Oui. Crosby, McKinnon, Reinhardt. Solide. Marchand, Suzuki, Tom Wilson. Eagle, Horvat et Stone sur la quatrième ligne. Et Jarvis et Bennett de côté. Donc, Suzuki va avoir un rôle un peu moins important que chez les Canadiens, ça c'est sûr. Il va peut-être jouer sur le désavantage numérique, dépendamment de qui, à mon avis, il va jouer. Oui. Sur qui ils font confiance. Oui. Puis il va avoir un rôle plus défensif qu'offensif, je pense. Donc, écoute, Nick Suzuki, c'est sûr, ça va être une pièce très importante pour l'équipe. Non, c'est ça. Puis au quatrième rang, j'ai mis Oliver Kapanen avec la Finlande qui, selon encore une fois NHL.com, va être sur la deuxième ligne de l'équipe finlandaise. Puis c'est quand même surprenant qu'il soit là. C'est une recrue qui performe au-delà de nos attentes. C'est ça qui a vraiment émergé cette saison. Ben, de mon côté, j'ai la même liste que la tienne. Du côté de Juraj Slafkovský, tu le mentionnais, c'est la pierre angulaire d'équipe Slovaquie, malgré la présence de quelques joueurs de la Ligue nationale de hockey. Du côté des Slovaques, ça va être difficile de faire un long bout de chemin dans ce tournoi olympique quand on considère la force de frappe des autres formations. Et du côté de l'équipe slovaque, on va énormément miser sur Juraj Slafkovský. Pour Alexandre Texier, tu le mentionnais, unique joueur de la Ligue nationale qui appartient à l'équipe de la France. Donc, évidemment, il va être utilisé à toutes les sauces, que ce soit en avantage numérique, désavantage numérique. Et si on veut maintenir ne serait-ce qu'une chance face à des formations telles que, honnêtement, je crois que le Canada et les États-Unis vont les battre. Mais si on considère, par exemple, la Suisse ou l'Allemagne, si on veut aller voler un match, c'est vraiment là que ça va se dérouler. Ouais. Et Alexandre Texier va avoir d'énormes attentes. Du côté de Nick Suzuki, je le vois jouer dans un rôle de fond d'échiquier offensif. Tu le mentionnais, aux côtés de Brad Marchand et de Tom Wilson. Beaucoup de talent sur ce trio-là, mais également de la robustesse et du jeu défensif à souhait. Donc, Nick Suzuki, à mon avis, qui va être utilisé en désavantage numérique aux côtés de Mark Stone. Donc, les responsabilités à son endroit vont être tout de même assez importantes. Et pour fermer la marche, Oliver Kapanen, je serais surpris de le voir s'aligner sur le deuxième trio, personnellement, quand on considère la profondeur d'équipe Finlande. Mais il demeure que c'est un couteau suisse. On voit ses habiletés de franc-tireur qui se sont développées cette saison. Et avec ses partenaires de trio, pourrait faire des dommages. La Finlande, sans nécessairement affirmer que la formation est sous-estimée, plusieurs les voient comme vraiment la 4e meilleure équipe du tournoi, mais on pourrait facilement les voir s'immiscer au sein du podium avec leur système défensif très reconnu. Donc Oliver Kapanen qui pourrait y jouer un rôle, surtout avec l'absence d'Alexander Barkov. Donc c'est ce qui vient fermer notre segment des Canadiens de Montréal. On a du bon hockey qui nous attend au Québec pour le reste de la saison. Mais ce soir particulièrement, un match que tous attendent avec impatience. Seahawks Patriots, 60e édition du Super Bowl. Je te laisse te lancer là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, il va falloir faire un petit breakdown des deux équipes. Donc, les Patriots, j'ai noté quelques statistiques qu'il va falloir qu'on compare. Puis c'est des statistiques uniquement en série. Donc, du côté des Patriots, en attaque, sont 4e au niveau des points marqués, 3e au niveau des verges acquises, 1er au niveau des verges par la course et 4e au niveau des verges par la passe. Donc c'est une très bonne attaque qui écoute Drake May, Mike Hollins, Stephon Diggs, Hunter Henry. Ils ont beaucoup d'atouts très dangereux. Maintenant, du côté de la défense, 3e du côté des points, 9e du côté des verges, 9e du côté des verges par la course et 11e du côté des verges par la passe. Et ça, on se dit qu'il y a seulement 14 équipes dans les séries. Donc, la défense qui... écoute, ils ont vraiment une bonne défense, là, on va se le dire, mais avec une attaque comme celle des Seahawks, surtout en série, qui ont vraiment été
Ils ont vraiment été dominants en série du côté du ballon. 72 points en 2 matchs, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Ça va être difficile pour les Patriots. Moi, je vois les Seahawks l'emporter ce soir, surtout grâce à The Emerald City Route Artist. Le nouveau surnom de Jackson Smith-Njigba. Je sais pas nécessairement à quoi ce journaliste-là pensait, mais je crois que le nom va rester simplement par sa singularité. Tu mentionnais la défensive des Patriots. Malgré qu'on a maintenu les Chargers à 3 points, les Broncos à 7 points et qu'on a forcé 4 interceptions face aux Texans, on ne s'est pas nécessairement buté aux offensives les plus menaçantes. Donc, j'ai hâte de voir si la défensive des Patriots est en mesure de tenir le fort. On va miser énormément sur Milton Williams et Christian Gonzalez ce soir. Ouais. Évidemment, la profondeur de l'attaque des Seahawks qui est reluisante. Et ça va peut-être être difficile de maintenir certaines brèches au sein de la défensive. Parce qu'on a évidemment les munitions comme Sam Darnold, Jackson Smith-Njigba, mais on a des bloqueurs extrêmement efficaces comme Cooper Kupp et A.J. Barner. Mm-hmm. Donc les munitions, c'est pas ce qui manque du côté de Seattle. Et honnêtement, je m'attends à un match extrêmement défensif. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, t'en parlais de Christian Gonzalez. Ouais. Ça va être un excellent match-up qu'il va avoir avec Jackson Smith-Njigba. J'ai hâte de voir ça, qui est-ce qui va gagner. C'est un 1v1 là, Jackson Smith-Njigba, qu'on dirait que même quand il attrape le ballon, il tombe jamais. Il l'attrape, il va soit sortir à l'extérieur ou aller dans la zone des buts. C'est le meilleur joueur offensif de la saison. Et oui. On l'a vu, il a gagné le joueur offensif de l'année. Amplement mérité, à mon avis. Puis les Seahawks aussi ont plus de joueurs qui font partie des équipes All-Pro. Oui. Donc, t'as Jackson Smith-Njigba qui est sur la première équipe. Sans surprise. Leonard Williams qui est sur la deuxième. Même Ernest Jones de Fort, le quatrième, sur la deuxième équipe. Et même Michael Dixon, leur dégageur, sur la deuxième équipe. Donc, Ernest Jones de Fort, ça a été un peu une surprise. Il y a eu plusieurs interceptions. Il mène l'équipe à ce niveau-là. Puis écoute, ça va être vraiment un bon match. Par contre, tu parlais des bloqueurs. Ouais. Robbie Hoots, lui, est questionable. Donc, on n'est pas sûr s'il va jouer. Il risque de jouer, mais écoute, comme Nick Emmanwori, qu'on n'était pas sûr, mais lui, finalement, il va jouer. Puis je pense pas qu'il veut manquer un match comme celui-ci, là, comme le Super Bowl. Non, c'est ça, exact, je comprendrais. Robbie Hoots qui s'est vraiment établi à titre de recrue chez les Seahawks, mais un joueur déjà assez important au sein de la formation. On a beaucoup parlé des deux offensives, mais la défensive des Seahawks, évidemment, reconnue comme leur attribut le plus puissant, avec leurs membres. Leonard Williams, Devin Witherspoon, DeMarcus Lawrence, honnêtement, c'est pas les piliers qui vont manquer du côté de Seattle pour tenter de stopper l'offensive menée par Drake May. Malgré tout, je crois que les Patriots vont être en mesure de faire des dommages. Je sais pas nécessairement du côté du jeu par le sol à qui on va accorder notre confiance du côté de Mike Vrabel. Est-ce que ce sera Trevion Henderson, Ramondre Stevenson? Au fil des séries, ça ressemble un petit peu plus à Ramondre Stevenson. Donc j'ai hâte de voir quelle sera la décision finale de Mike Vrabel ce soir. Mais du côté de la défensive des Seahawks, on va probablement forcer Drake May à lancer assez régulièrement. Ouais. Donc, hâte de voir si on est en mesure de créer quelques revirements au fil du match. C'est une défense qui a fini première au niveau des points pendant la saison régulière, celle des Seahawks. Ouais. Puis, une des forces, vraiment la force de l'équipe, c'est que si la défense joue moins bien, tu as une attaque qui peut compenser et marquer beaucoup de points. Tu as même les special teams qui peuvent faire des gros coups comme avec Rashid Shaheed ou limiter les gains. Michael Dixon, on en a parlé, qui peut faire d'excellents dégagements. Donc, écoute, même si dans les séries, la défense des Seahawks a été moins bonne que durant la saison régulière, 12e au niveau des verges, 10e au niveau des verges par la course, même 12e au niveau des verges par la passe. Ouais. Je pense vraiment que c'est une équipe des Seahawks qui est vraiment... Une fraternité, si on peut le dire comme ça, qui a vraiment qui joue très bien ensemble. Donc, je les vois vraiment gagner aujourd'hui. Puis,
Non, c'est ça, Ouais. c'est une formation qui est complète, qui est aguerrie. Honnêtement, il y a un facteur X, à mon avis, du côté des Seahawks de Seattle. Ça va être le porteur de ballon Kenneth Walker. Est-ce qu'il peut être aussi éclatant qu'au fil des dernières semaines? Parce que ça a vraiment été un joueur qui a changé la donne pour les Seahawks depuis le début de leur parcours en série, le 17 janvier. Est-ce qu'il va pouvoir être aussi reluisant, trouver chacune des brèches au sein de la défense et profiter des failles accordées par les Patriots? Comme je le disais, je m'attends à un match un petit peu plus défensif. Donc, son rendement risque d'être un petit peu mitigé par rapport aux semaines précédentes, mais malgré tout, je le vois inscrire son nom sur la feuille de pointage et demeurer un élément important dans cette rencontre-là. Ils vont vraiment en avoir besoin s'ils veulent l'emporter. Donc, si je te demande ton verdict final, si tu devais me donner un score, à quoi est-ce que ça ressemble? Écoute, je vais pas te dire un gros écart, mais je pense que les Seahawks devraient l'emporter peut-être 27-20. 27-20, Ouais, d'accord. je dis ça de même. Ben, de mon côté, je m'attendais à un match un tantinet plus défensif. J'avais une prédiction finale de Seahawks qui l'emporte 24-14. Ok. Malgré tout, on a déjà vu des Super Bowls encore plus défensifs que ceux-là, mais les attaques demeurent d'un certain niveau et je les vois quand même noircir la feuille de pointage au fil de la soirée. Donc, je prédis que les Seahawks remportent le deuxième Super Bowl de leur histoire ce soir. Le coup d'envoi est à Santa Clara, en Californie, à 18h30. Donc, ne manquez pas cette rencontre-là ce soir. El Pizza, on s'est bien préparé et on vous tiendra au courant des updates sur le long des bandes. Les deux équipes jouent pour quelque chose. Les Seahawks jouent pour une revanche du dernier Super Bowl Oui, bien sûr. dans lequel ils ont été. Puis les Patriots jouent pour que Drake May ne se fasse plus appeler de schedule à cause du nombre élevé de corps arrière un peu moins bons contre lesquels ils ont joué cette année. Ouais, c'est ça, exact. Il y a plusieurs storylines qui s'écrivent ce soir, évidemment. Les Seahawks qui peuvent réécrire l'histoire après la fameuse interception de Malcolm Butler à la ligne de 1. On a aussi Sam Darnold qui peut être le premier corps arrière de la classe de 2018 à remporter le Super Bowl, malgré qu'elle contienne des Josh Allen, des Lamar Jackson. Donc, ce serait un volte-face incroyable des événements. Et honnêtement, c'est du must-watch TV ce soir, honnêtement. Un match à ne pas manquer. Ouais. Donc, je te laisse. Oui, là, on peut passer au segment des top 10 aspirants de la Ligue nationale de hockey. On va les classer selon des tiers. Donc, j'ai fait 3 tiers. Le premier tiers, c'est les aspirants. Donc, ceux que c'est vraiment, ils ont une chance de gagner. Puis, c'est vraiment des équipes qui sont dangereuses et qui ont vraiment une chance d'emporter la Coupe Stanley cette année. Ouais. Dans le deuxième tiers, c'est une équipe qui est presque là. C'est une équipe qui est, par exemple, à un échange ou... écoute, sont vraiment à la porte des aspirants, vraiment juste à côté d'être considérés comme des aspirants, je me répète. Et dans le troisième tiers, ça va être des équipes qui sont comme un peu, je dirais pas au milieu de nulle part, mais je vais appeler ça le bubble, tu sais, la bulle, donc des équipes qui sont pas aspirantes, qui sont pas juste à côté de le gagner, qui sont pas dans le deuxième tiers, bref. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est 3 tiers, on va classer les 10 équipes dans ces 3 tiers-là. Je te laisse commencer. Est-ce qu'on débute avec le tiers du haut ou le tiers du bas? Ben, moi, je voulais qu'on nomme les équipes une par une, puis ensuite, chacune, on va les classer dans un tiers. OK, parfait. Ouais. Donc, je vais débuter avec l'équipe que j'avais notée en premier, soit le Lightning de Tampa Bay. Ouais. Et je crois que le verdict est unanime. Le Lightning fait partie des aspirants à la Coupe Stanley cette saison, avec une fiche de 37 victoires, 14 défaites à la régulière et 4 défaites en prolongation ou en tir de barrage. Mais au fil de leurs 21 dernières rencontres, le Lightning l'a emporté 19 fois, une défaite à la régulière et une défaite en prolongation. Donc, ils sont tout feu, tout flamme au moment où on se parle. Andrei Vasilevski est de retour à un jeu qui pourrait lui mériter le trophée Vezina avec son efficacité de 920. Nikita Kucherov, au cours de cette séquence-là, 48 points en 20 matchs, mesdames et messieurs, vous l'avez bien entendu, de retour en contention pour le Heart. Et malgré que Brayden Point connaît une saison en deçà des attentes et que la formation est remplie de blessés, il y a plusieurs joueurs secondaires qui sont établis dans des rôles et qui honnêtement font leur travail à merveille, que ce soit Dominic James, Maxwell Crozier, Declan Carlisle. J'avais noté un joueur supplémentaire. Oui, Charles-Édouard Dastou, le Québécois. Donc, du côté du Lightning, notre profondeur est inégalée. Et je crois vraiment que sous John Cooper cette saison, on pourrait revenir à ce statut d'aspirant à la Coupe Stanley. Peut-être même la formation favorite, du moins à mon avis. En ce moment, c'est vraiment la meilleure équipe dans la Ligue nationale. T'en parlais de Nikita Kucherov, 48 points en 20 matchs, c'est remarquable. On en parlait la semaine passée des honneurs...
on avait mis Andrei Vasilevski pour le Vezina et là, il est Oui. vraiment en train de plaider son cas pour le gagner. Exactement. Du côté de Kucherov qui est en train de se forger sa place en tant que le Hart, là, s'il continue à jouer de même pour le reste de l'année. Puis même avec des blessures en tant que avec je veux dire Victor Hedman, t'as quand même JJ Moser, t'as Darren Reddish qui l'ont vraiment bien remplacé. Ouais, exact. C'est deux joueurs qui ont vraiment émergé cette saison. Darren Radish qui fonctionne à un rythme d'1 point par match au moment où on se parle. Janis Jérôme Moser, après avoir obtenu une prolongation de contrat au mois de décembre, s'est vraiment établi comme l'un des meilleurs numéro 3 de la Ligue nationale de hockey. Et la brigade défensive du Lightning, qui était considérée comme l'une des bonnes de la Ligue, sans nécessairement dire l'une des meilleures, c'est vraiment hissé au sommet, à mon avis. Victor Hedman qui est maintenant rendu dans leur top 4 défensif avec Radish et Moser qui performent au-delà des attentes. Ouais. Si on parle de statistiques avancées, leur pourcentage de buts lorsqu'ils sont sur la glace est en leur faveur de 70%. Donc, c'est comme... Non, c'est ça. C'est outrant, ils jouent vraiment bien. Parce que pour tracer des comparaisons, d'habitude, disons qu'une moyenne, ça va se situer entre 50 et 60. Ouais. Donc, de les voir à 70, sans nécessairement affirmer que c'est une donnée aberrante, presque. C'est impressionnant, vraiment, ce que le Lightning est en mesure de faire. Et à mon avis, ce qui me fait dire qu'ils pourraient vraiment s'établir comme les favoris à la Coupe Stanley, c'est que l'opposition dans la conférence Est de la Ligue nationale de hockey me semble assez restreinte. Mm-hmm. Qui va vraiment stopper le Lightning? Parce que je crois pas que ce soit des formations émergentes comme le Canadien, les Red Wings, les Sabres, les Bruins. Non. On a les Pingouins qui sont de retour dans le portrait éliminatoire, mais malgré tout, leur formation demeure fragile, à mon avis, pour une série de 7 matchs. Donc, à mon avis, le Lightning va tout simplement rouler sur la conférence Est cette saison et devrait justement participer à la finale en tant que représentant de l'Est. Ils mettent vraiment du pain sur la planche à l'Avalanche du Colorado. Ouais, notre deuxième formation, oui. Probablement. Moi, écoute, l'Avalanche, je les mets aussi dans le premier tiers. Aspirants, évidemment, ils ont 83 points en ce moment en 57 matchs, si je me trompe pas. C'est tout de même... ils sont dans le top 2 des équipes dans la Ligue nationale. Là, ils sont en avance dans leur division de maintenant 5 points parce qu'ils ont ralenti un peu, mais avec des joueurs comme McKinnon, Makar qui jouent en deçà des attentes, mais tout de même, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Puis, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'Avalanche? C'est que c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, exact. C'est une formation hyper complète. Depuis l'acquisition des gardiens Mackenzie Blackwood et Scott Wedgwood à la fin 2024, l'Avalanche qui a vraiment relevé son jeu d'un cran. Cette année, une fiche de 37 victoires, 9 défaites à la régulière, 9 en prolongation exactement. Comme tu le mentionnais, l'Avalanche est au sommet du classement du circuit Batman et ce, avec une avance quand même assez significative. On parle de 5 points par rapport à la formation la plus proche. Et tu le mentionnais, McKinnon qui fonctionne à plein régime cette saison, lui aussi est en contention pour le Hart comme Nikita Kucherov. Martin Necas s'est implanté parfaitement dans ce système-là. Le duo Necas et McKinnon est tout simplement électrique. Vraiment, il fit comme un gant au sein de la hiérarchie de l'Avalanche. Et malgré que Cale Makar, à titre de défenseur, connaisse une saison un peu en deçà des attentes, et de son côté, une saison en deçà des attentes, c'est peut-être terminé 4e au Norris. L'Avalanche demeure clairement la meilleure formation sur papier de la Ligue nationale de hockey. La question du côté du Colorado pour remporter la Coupe Stanley, c'est évidemment l'opposition qu'ils vont affronter. Parce que s'ils demeurent au sommet de la division centrale, oui, peut-être qu'ils vont devoir croiser le fer avec Utah ou peut-être Los Angeles. Honnêtement, ce duel-là leur serait favorable. Mais au deuxième tour, ils devraient lutter face à l'équipe en provenance de la division centrale, que ce soit le Wild ou les Stars, qui sont des formations pas piquées des verts, soyons francs. Donc, du côté de l'Avalanche, évidemment, le parcours qui va peut-être être un petit peu plus ardu qu'il le serait vraiment pour le Lightning, mais malgré tout, Colorado demeure un favori face, plutôt, pour remporter la Coupe Stanley cette saison. Donc, moi, après ça, j'avais les Hurricanes de la Caroline et je les placerais dans ton deuxième palier, soit à une transaction près de remporter, du moins, d'être aspirant à la Coupe Stanley. Parce qu'en ce moment, du côté des Hurricanes, on est en sécurité au sommet de la division métropolitaine, mais il y a une faiblesse, à mon avis, pour cette formation-là, c'est la position de deuxième centre. Parce en ce moment, on accorde notre confiance à Jordan Staal. Et malgré son âge avancé, offre un rendement impeccable, efficace défensivement,
mais soyons honnêtes, on parle pas d'un vrai deuxième centre ici. Et en ce moment, il y a des rumeurs qui disent que Robert Thomas serait peut-être disponible malgré un prix astronomique. Du côté des Hurricanes, à mon avis, on devrait saliver pour un Robert Thomas ou un Elias Pettersson parce que c'est des deuxièmes centres qui viendraient colmater une brèche. Et comme je le mentionnais, notre système défensif est impeccable. On voudrait ajouter du punch offensif. C'est pourquoi on a vu Eric Tolsky tenter de faire l'acquisition de Jake Gensel en 2024, de Mikko Rantanen en 2025, parce qu'en série, une fois qu'on se bute à des formations très relevées, le système d'amener des tirs au filet, peut-être 40 par match, mais aucune véritable chance de danger, eh bien, c'est un système qui perd de son efficacité au fil du tournoi, et c'est pourquoi on voit les Hurricanes rapidement être éliminés au fil des dernières séries, tout le temps face à un gardien russe, mystérieusement, Andrei Vasilevski, un russe, je tiens à le préciser. Donc, du côté des Hurricanes, à mon avis, on est à une transaction près de vraiment s'établir comme statut d'aspirant primaire. Ouais, je suis amplement d'accord avec toi. Les Hurricanes qui vont devoir lutter contre le Lightning s'ils veulent se rendre en finale. Par contre, ils ont des joueurs assez jeunes comme Svechnikov, Aho, des joueurs comme Jarvis. Ils ont une équipe qui promet pour le futur et ils ont des gardiens assez bons en Frederik Andersen. Puis, écoute, c'est vrai qu'ils sont à une transaction près d'aller chercher vraiment comme un, si on peut dire ça, un boom, comme un joueur qui va vraiment hausser leur formation et les mettre dans le portrait des aspirants. Ouais. C'est tout de même une équipe très dangereuse, mais parfois qui perd des matchs qui ne devraient pas échapper. Donc, écoute, c'est une équipe qui n'est pas aspirante cette année, mais qui est bien près de l'être. Ben, tu le mentionnais, le noyau est véritablement dans la fleur de l'âge. On s'est aussi trouvé un vrai gardien partant en Brandon Bossy, qui a été acquis via le ballottage au début de la saison. En 27 matchs, 23 victoires et une efficacité de 908. Du côté de Frederik Andersen, ça a été un petit peu plus difficile cette campagne-ci. Et Jacob Slavin, sa saison a été minée par les blessures, mais probablement le meilleur défenseur à caractère défensif du circuit Batman. Évidemment, beaucoup de responsabilités sur ses épaules. L'acquisition de Keandre Miller en juillet dernier aussi, qui s'est révélé une partie importante de l'offensive du côté des Hurricanes. Donc, hâte de voir le bout de chemin qu'ils peuvent parcourir. À mon avis, on peut s'attendre à une finale de conférence Lightning Hurricanes, mais à ce moment-là, je vois les Hurricanes s'en sortir avec la victoire. Donc, quelle formation t'avais noté par la suite? Moi, j'avais noté les Stars de Dallas, par contre. OK. Moi, je les ai mis premiers. Donc, premier, je veux dire, en tant qu'aspirant dans le premier tiers. Oui, certainement. Écoute, c'est une équipe finlandaise, si on peut le dire comme ça. C'est une formation qui est tout de même vraiment forte, même si ils sont rendus troisième dans leur division, mais sont égalité au niveau des points que le Wild du Minnesota et sont à 5 points de l'excellent Avalanche du Colorado. C'est une équipe avec plein de superstars en Rantanen, Eskanen, Hintz, bref, Robertson, on les a nommés la dernière fois. C'est une équipe qui peut créer une surprise et pourrait très bien aller emporter la Coupe Stanley cette année si ils jouent contre l'Avalanche du Colorado en deuxième ronde, ce qui pourrait... on l'a vu l'année passée, les Stars l'ont remporté cette série-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, à mon avis, Dallas pourrait aussi s'immiscer au sein de la catégorie des véritables aspirants. Du côté de Dallas, on est sur une séquence de 6 victoires consécutives présentement, après un temps des fêtes et un mois de janvier tumultueux, dont une séquence de 2 victoires et 10 défaites. On reprend notre rythme tranquillement, mais du côté des Stars, de match en match, il y a une certaine caractéristique qui m'inquiète, c'est qu'à de multiples reprises, on a pris de sérieuses avances, que ce soit 2 buts, 3 buts, et par la suite, on s'est quelque peu assis sur nos lauriers et on a vu les formations reprendre l'ascendant sur les Stars et c'était tout le temps des victoires dramatiques avec un but dans la dernière minute de jeu. C'est arrivé à 3 reprises face aux Blues de Saint-Louis, mais malgré tout, c'est une formation très complète avec une profondeur inégalée. Tu mentionnais leurs étoiles, Robertson, Rantanen, on a aussi tout ce qui est les Hintz, les Eskanen, mais les Duchesne et surtout Wyatt Johnston qui est reconnu pour être un contributeur efficace en série, notamment lors des matchs numéro 7.
Et évidemment, le facteur X qui demeure Jake Ottinger. Son rendement au fil des séries précédentes a été assez impressionnant. Du côté des Stars, sans nécessairement dire qu'on est à une transaction près, on pourrait bénéficier de l'ajout d'un défenseur qui tire du côté droit. Parce qu'en ce moment, outre Miro Iskanen qui joue de son mauvais côté, on repose toute notre confiance sur Nils Lundqvist, Ilya Lyubushkin, des joueurs qui appartiennent à la Ligue nationale de hockey, mais peut-être pas un top 4 non plus. Donc, du côté de Dallas, c'est certainement une priorité qu'on va tenter d'adresser à la date limite, mais je les vois quand même au sein des aspirants. Mm-hmm. Quand même une excellente formation, une des meilleures de la Ligue nationale qui vont être dangereux qui va être dangereuse pour chaque équipe qui va jouer contre dans les séries. Ouais, c'est ça. On bénéficie d'une certaine expérience. Après tout, ces 3 finales de conférences consécutives, toutes des défaites du côté de Dallas, mais l'opposition sera probablement la plus ardue de la Ligue nationale de hockey, à moins qu'on soit en mesure de supplanter l'Avalanche au classement général. On va affronter le Wild au premier tour. Imaginons que les Stars soient en mesure de vaincre le Wild, on va se buter à l'Avalanche au deuxième tour. Imaginons que les Stars, par quelconque, pas hasard, mais disons miracle, soient en mesure de passer au troisième tour. Probablement les Oilers ou les Golden Knights qui vont les attendre. Et si on devait se rendre jusqu'en finale, probablement le Lightning. Donc, on parle de 4 formations qui appartiennent peut-être au top 7. Donc, du côté des Stars, on va devoir se frayer un chemin parmi tout ce talent, cette robustesse-là. Mais on a la formation sur papier pour y parvenir et j'ai hâte de voir Dallas lors du bal printanier. De mon côté, comme 5e formation, j'avais noté les Oilers d'Edmonton. Honnêtement, l'histoire demeure la même du côté de l'Alberta. Jusqu'où est-ce que McDavid, Draisaitl et Bouchard peuvent tirer cette formation-là? Du côté de McDavid, cette saison, le meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey. Leon Draisaitl a 80 points au compteur et Evan Bouchard, au fil des dernières semaines, a été tout feu, tout flamme. 63 points, soit le meilleur compteur chez les défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Et au fil des dernières années, notamment avec les 2 finales en 2024 et 2025, on voit ces joueurs-là demeurent les mêmes producteurs en série. Evan Bouchard qui améliore son rendement même. Oui. La question demeure la même entre les poteaux. Est-ce que Tristan Jarry peut tenir le fort? Ça a été l'acquisition au mois de décembre. Sans nécessairement affirmer qu'il a été plus convaincant que Stuart Skinner, à mon avis, peut offrir un rendement plus constant parce que Stuart Skinner, on le voyait en série, offrait des blanchissages et le match d'après allouait 7 buts par exemple. Donc parfois, est-ce que Tristan Jarry peut allouer 3 buts chaque match? Oui, mais en série, parfois, ce sera suffisant quand tu as un monstre à 3 têtes comme celui de McDavid, Draisaitl et Bouchard. Donc, je crois qu'ils demeurent des aspirants et je les vois au sommet de ta tier list. OK. Moi, les Oilers, je les mettrais dans le deuxième tiers, mais pas parce qu'ils sont à un échange d'être des aspirants, mais plus parce qu'il y a tellement de bonnes équipes dans l'Ouest, il y a tellement d'équipes qui sont supérieures aux Oilers que je les vois pas être des aspirants cette année. Je les vois pas aspirer pour la Coupe Stanley, même s'ils risquent peut-être de se rendre en finale de conférence. Ils ont tout de même, tu sais, Connor McDavid, tu l'as dit, Leon Draisaitl, Evan Bouchard, même des Nugent Hopkins, des Zach Hyman. Ils ont une bonne équipe, mais je les vois pas en tant qu'une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley cette année. Ça fait 2 années de suite qu'ils font la finale. Puis certainement, tu en parlais de Tristan Jarry, c'est pas un gardien avec qui ils ont assez de confiance pour aller chercher ce trophée-là. Ouais. Fait que, écoute, moi, je les mettrais dans le deuxième tiers en raison de la force de la conférence dans laquelle ils sont. Ce qui m'a fait tanguer vers le palier des véritables aspirants, c'est l'opposition pour les Oilers, du moins au début. Parce que si les séries devaient débuter aujourd'hui, on croiserait le fer avec le Kraken de Seattle. Et sans enlever quoi que ce soit à cette formation-là, on n'a tout simplement pas le punch offensif pour véritablement répondre à la force de frappe des Oilers. Et si on devait passer au deuxième tour, probablement qu'on se buterait aux Golden Knights de Las Vegas, qui malgré une formation très relevée, ont certains problèmes au niveau des gardiens. On en discutera un peu plus tard dans ce segment-là. Et je crois que les Oilers seraient en mesure de prendre avantage, justement, de cette faiblesse-là des Golden Knights. Maintenant, une fois installés en finale de la conférence, tout peut arriver. Que ce soit face aux Stars, après tout, on les a vaincus lors des 2 années consécutives. Que ce soit l'Avalanche, le Wild, on va certainement leur offrir une sérieuse série. Et je le disais, les Oilers, l'histoire demeure la même. Où est-ce que le monstre à 3 têtes peut nous apporter? Ces dernières années, ça a été la finale malgré des faiblesses évidentes et je crois pas que cette formation-là puisse vraiment
nous décevoir cette saison. On a de grosses attentes envers les Oilers. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent remporter la Coupe Stanley? C'est peut-être un peu far-fetched, comme on le dit si bien en anglais, mais je crois qu'ils vont tout de même faire un bon bout de chemin en Puis série. s'ils veulent conserver McDavid après, à la fin de son contrat qu'il a signé, il va vraiment falloir qu'il remporte la Coupe et qu'il lui montre que c'est une équipe qui peut compétitionner pour les prochaines années. Exact. On va tenter aussi d'ajouter au noyau, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui commencent à prendre de l'âge, que ce soit Mathias Ekholm du haut de ses 35 ans, Zach Hyman qui en a maintenant 33. Ça demeure des pierres angulaires au sein de l'alignement des Oilers d'Edmonton. Et sans nécessairement dire qu'on va les remplacer, on va certainement leur apporter un coup de pouce pour permettre justement à McDavid de soulever son premier trophée de Lord Stanley en territoire albertain, avant que celui-ci ait peut-être envie de quitter comme July 2028. Ouais. Donc, maintenant, ta 6e formation? Je mettrais le Wild du Minnesota. Ouais. Que moi, je mets dans le deuxième palier, dans le deuxième tiers. Écoute, c'est encore une fois, on parle encore de la force de la conférence Ouest, mais c'est tout de même une excellente formation, surtout depuis l'acquisition de Quinn Hughes. Écoute, ils ont vraiment relevé leur jeu, puis ils sont rendus deuxième dans la meilleure conférence de... la meilleure conférence, la meilleure division, par contre, de la Ligue. Ouais. Puis, écoute, sont à 5 points de l'Avalanche, mais si l'Avalanche continue à échapper des parties et si le Wild continue à jouer comme ils font, surtout avec leur tandem de gardiens qui est peut-être le meilleur de la Ligue nationale en Philippe Gustafsson et Jesper Wallstedt, c'est une équipe extrêmement dangereuse. Reste à voir ce qui va se passer en série parce que c'est pas l'équipe avec le plus d'expérience à ce niveau-là, mais avec des joueurs comme Kirill Kaprizov, Matt Boldy ou Quinn Hughes, c'est une équipe qui est pas, je dirais pas qu'il peut battre les meilleures équipes de la Ligue nationale cette année, mais ils sont presque. Dans quelques années, ils vont peut-être l'être. Ouais. Ben, tu le mentionnais, l'acquisition de Quinn Hughes a changé la donne pour cette formation-là. Il a réparé plusieurs des lacunes, notamment la sortie de zone représentait une difficulté du côté du Wild. Quinn Hughes, comme on le dit, c'est un one-man breakout. Donc, il a certainement arrangé cette problématique-là du côté de Minnesota. Kirill Kaprizov et Matt Boldy fonctionnent à plein régime. Matt Boldy, qui connaît la saison de sa carrière jusqu'à présent, déjà 32 buts au compteur, devrait obtenir un rôle quand même assez important du côté de la formation olympique américaine. À mon avis, ils sont à une transaction près, donc je les mettrai également au sein du deuxième palier parce qu'on a certains problèmes au niveau du centre. Parce que je ne qualifierais pas nécessairement Joel Erikssonek de premier centre légitime dans la Ligue nationale de hockey. Ce serait probablement l'un des meilleurs deuxièmes centres du circuit, mais on va peut-être chercher à faire une transaction à ce niveau-là. On voit les Rangers avec le nom de Vincent Trocheck qui justement circule au sein du circuit Batman présentement. Est-ce que c'est une option envisageable pour le Wild à découvrir? Mais on va certainement chercher à se garnir d'un deuxième centre, que ce soit de s'approprier les services d'un Ryan O'Reilly s'il devient disponible, peut-être Steven Stamkos si Nashville connaît une véritable chute au classement. Donc, à mon avis, du côté de Minnesota, on a probablement la meilleure brigade défensive de la Ligue nationale de hockey, ou tout juste, comme tu le mentionnais, un tandem de gardiens hyper efficace. On a une brèche à réparer, c'est d'aller chercher un centre et on pourrait vraiment appartenir à la catégorie des aspirants du côté du Wild. Donc, de mon côté, comme 7e formation, j'avais ajouté les Golden Knights de Las Vegas, dont je parlais un peu plus tôt. Évidemment, la force de frappe à l'offensive est évidente. On mise majoritairement sur Jack Eichel, 68 points en 50 matchs. On a aussi Mark Stone, qui connaît vraiment une saison incroyable avec 60 points en 41. Une statistique quand même assez impressionnante, c'est que dans tout sauf 4 de ses matchs, je crois, Mark Stone a inscrit au moins 1 point. Donc, on parle d'un véritable métronome de son côté, l'un des meilleurs ailiers défensifs de la Ligue nationale de hockey. Mais sinon, on mise sur les services de Dorofeyev, de Barbachev, d'Hertel. Bref, la formation est très complète à l'attaque et l'acquisition de Rasmus Andersson pourrait se révéler le nerf de la guerre. Là, je viens de songer que j'avais oublié Mitch Marner, ajouter Mitch Marner à l'attaque. L'acquisition de Rasmus Andersson pourrait se révéler le nerf de la guerre. On avait besoin d'un remplacement légitime à Alex Pietrangelo du côté de la défensive droite. Et Rasmus Andersson, qui jusqu'à présent s'installe comme un gant dans le système des Golden Knights. La faiblesse du côté de Vegas est évidente, c'est entre les poteaux. Est-ce qu'Akira Schmid peut véritablement tenir le fort dans une série à 7 matchs? On l'avait vu avec les Devils du New Jersey en 2023, voler une série ou presque aux Rangers de New York. Est-ce qu'il sera en mesure de répéter cette efficacité-là? On le découvrira.
particulièrement s'ils affrontent la force de frappe des Oilers avec McDavid, Draisaitl qui remplissent le filet match après match. Est-ce que Akira Schmid peut répondre aux attentes? On le verra bien. Qu'est-ce que tu penses des Golden Knights? Moi, en fait, toi, t'es mis dans quel palier? Le deuxième palier, je dirais. Pas nécessairement parce qu'ils sont à une transaction près, mais parce que leur faiblesse est si évidente, elle saute aux yeux. Donc, je les mettrais au sein du deuxième palier. Ouais, pareillement, je les mettrais dans le deuxième tiers. Donc, ils sont presque là. En ce moment, si on regarde le classement de l'association Ouest, ils sont quatrième, mais ils sont à 9 points de la troisième place et à 15 points de la première place, qui est l'Avalanche du Colorado. Ouais. Je les vois pas remporter l'association Ouest. Moi non plus. Je les vois peut-être même pas se rendre en finale de conférence. C'est une équipe qui, évidemment, compétitionne pour la Ligue, pour la Coupe Stanley depuis qu'ils existent dans le circuit Bettman. Exact. Mais, écoute, ils ont d'excellents joueurs, là, tu les as tous mentionnés, mais c'est pas une équipe qui peut comme faire du mal au top 3 de la centrale. Et écoute, je les vois juste pas. Je les vois pas à une transaction, comme tu l'as dit, parce que ils sont allés chercher Anderson, ils ont fait leur transaction, ils ont vraiment les atouts qu'ils ont besoin, peut-être à part au niveau des gardiens, mais c'est pas une équipe qui peut vraiment compétitionner pour aller chercher la fameuse Coupe Stanley cette année. Mais parce qu'en ce moment, le marché des gardiens est en sécheresse. Donc, je crois pas qu'il y ait un gardien qu'on puisse aller chercher dès le 6 mars et qui va véritablement changer la donne du côté des Knights. Évidemment, le facteur X, est-ce que Mitch Marner va être en mesure d'élever son jeu d'un cran en série maintenant qu'il a changé d'adresse? Ce sera à découvrir. Parce qu'évidemment, à Toronto, la critique à son endroit était impardonnable, mais également mérité. Parce que Mitch Marner, son rendement baissait énormément en série, performait en deçà des attentes. Est-ce qu'il sera en mesure de reprendre le rythme lors du bal printanier? J'ai hâte de le découvrir, honnêtement. Évidemment, ce sera l'une des plus grandes storylines des séries cette année. Et j'ai hâte de voir Marner à l'œuvre une fois les séries débutées. Oui, parce que c'est un Mitch Marner. Cette année, 58 points en 57 matchs. C'est au-deçà de ses attentes. L'année passée, 102 points en 81 matchs. Il y a eu une année de 59, en tout cas, bref, c'est pas les points auxquels on s'attend. Oui, 99 points, c'est ça, je cherchais le... Oui, donc, s'ils veulent vraiment compétitionner, s'ils veulent redevenir un des peut-être du top 5 ou du top 10 des meilleurs attaquants de la Ligue nationale, il va vraiment falloir qu'il élève son jeu, comme tu l'as dit, pour donner une chance aux Golden Knights d'aspirer. Mitch Marner a vraiment amélioré sa prestance défensive. Les Golden Knights lui font confiance en désavantage numérique et sans nécessairement pouvoir affirmer que c'est un candidat perennial, c'est-à-dire chaque année au Selkie. Mitch Marner demeure l'un des meilleurs ailiers défensifs de la Ligue nationale. Maintenant, est-ce qu'il peut offrir ce même rendement-là une fois les séries débutées? Ce sera le facteur X des Golden Knights et devrait dicter jusqu'où la formation de Kelly McCrimmon sera en mesure de se rendre. Comme on le disait un petit peu plus tôt, je crois vraiment qu'ils appartiennent au deuxième palier, à moins qu'ils seraient en mesure d'accomplir un miracle et d'aller chercher un gardien partant stable. Je crois vraiment qu'on les maintient dans cette catégorie-là pour cette saison. Donc, en 8e formation, qui est... 8e. C'est la 8e formation qu'on va présenter, mais quelle formation est-ce que tu avais notée? On va parler du Canadien de Montréal, finalement. Oui. Le Canadien sont 6e dans la Ligue nationale en ce moment. Oui. Écoute, c'est une équipe... moi, je vais y mettre dans le deuxième tiers pour commencer. Intriguant. Canadiens qui sont à, je dirais pas un échange, mais qui sont vraiment prêts d'être... d'aspirer pour la Coupe nationale, peut-être à la Coupe nationale, la Coupe Stanley. Ils sont peut-être à deux années de l'être. Les Canadiens, l'année passée, ils ont réussi à surprendre tout le monde et faire les séries alors qu'on les voyait en milieu de saison, au dernier rang de l'association Est. Cette année, ils jouent encore une fois au-dessus des attentes de tout le monde. Ils sont 6e dans la Ligue nationale, 2e dans l'Atlantique. Et s'ils n'avaient pas échappé des matchs contre les équipes rivales, les équipes directes de l'Atlantique, le Lightning de Tampa Bay, par exemple, ils seraient peut-être en train de compétitionner pour cette division-là. Mais les Canadiens, c'est quand même une formation qu'on le voit à plusieurs reprises cette année, pouvoir compétitionner contre des équipes, comme on l'a mentionné tantôt, les Stars, je dis pas compétitionner, mais qui ont réussi à battre ces équipes-là, les Stars, l'Avalanche, les Golden Knights, le Wild, même les Hurricanes, c'est une bonne formation avec
avec un futur très prometteur, on en parle souvent. Toi, tu les mettrais où? Ben, peut-être que je vais me montrer un peu difficile avec les Canadiens, mais je les placerai au sein du troisième palier, malgré que je les ai notés parmi mes 10 équipes favorites, parce qu'il y a plusieurs faiblesses qui sont identifiables, à mon avis, entre les poteaux, justement, malgré qu'Yacoub Dobèche ait élevé son jeu d'un cran, ça demeure un point d'interrogation. Ouais. Du côté de la défensive, on œuvre majoritairement à caractère offensif, mais une fois le jeu un peu plus robuste, est-ce qu'on sera vraiment en mesure justement de barrer la route aux attaquants des autres équipes? Et on aurait besoin d'un attaquant top 6 du côté du Canadien, que ce soit un centre ou un ailier, qui peut apporter du papier sablé, sans nécessairement dire que c'est des besoins criants. C'est des nécessités qui sont identifiables du côté de Montréal. Et on n'a pas la plus grande des expériences lors du bal printanier. Je crois vraiment que cette saison, on sera en mesure de réaliser plusieurs apprentissages. Si les séries débutaient aujourd'hui, le Canadien se mesurerait aux Red Wings et ce serait une superbe série pour les amateurs. Peut-être que le Canadien serait en mesure de passer au deuxième tour, mais à ce moment-là, on affronterait le Lightning de Tampa Bay. À mon avis, la porte se fermerait assez rapidement. Donc, à mon avis, c'est vraiment une année de transition où on va chercher de l'expérience et à partir de l'année prochaine, je crois vraiment qu'on pourrait voir les Canadiens se hisser au deuxième, peut-être même au premier rang, si on se montre agressif durant la saison morte. Ouais, c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Ouais, c'est ça, c'est puis, exactement. On en parle souvent de la maturité qu'ils ont. Est-ce qu'ils manquent de maturité? Puis vraiment, cette année, c'est vraiment des échelons qui gravissent en remportant plusieurs parties alors qu'ils perdaient. Donc, ils remontent ils prennent l'avance après avoir perdu tôt dans le match. Puis c'est vraiment des grands pas qu'ils font pour le futur de l'organisation. Cette année, je les vois peut-être gagner une ronde. 2 rondes, ça peut être difficile, mais je pense vraiment qu'une ronde, déjà, ce serait très bon pour cette équipe-là qui continue à nous surprendre. Amplement d'accord avec toi. J'ai aussi décidé de présenter un de leurs rivaux de division avec les Red Wings de Détroit. Sans nécessairement affirmer que les Red Wings sont une formation surprise cette saison, on s'attendait à ce qu'ils prennent du galon, mais pas à ce que leur émergence soit aussi évidente. On mise sur de nouvelles munitions à l'attaque, en plus de Lucas Raymond, Dylan Larkin, Alex DeBrincat qui était déjà établi, Axel Sandin Pellikka qui a changé l'avantage numérique, Emmett Finney qui s'est établi à titre de recrue. Donc la formation des Red Wings qui me paraît encore plus profonde qu'elle l'était au fil des dernières années. Andrew Copp et JT Compher ont relevé leur jeu d'un cran des deux côtés, produisent un petit peu plus à l'attaque en plus d'apporter de la saveur au niveau défensif. Et Moritz Seider n'obtient pas la reconnaissance qui lui est mérité à mon avis. Un défenseur qui aspire au trophée Norris cette saison a améliorer sa production à l'offensive, mais défensivement, joue des minutes extrêmement difficiles, affronte la meilleure opposition ou presque dans la Ligue nationale de hockey et malgré tout, s'affiche parmi les meilleurs défenseurs du circuit. Et John Gibson a stabilisé la situation devant le filet, du moins depuis le mois de décembre, alors que les Red Wings se sont vraiment hissés presque au sommet de la division Atlantique. Malgré tout, je les placerais au niveau du troisième palier parce qu'ils ont certaines faiblesses qui sont identifiables. Notre brigade défensive, outre notre top 2, soit Simon Edvinsson et Moritz Seider, pourrait bénéficier d'un ajout supplémentaire, tandis qu'à l'attaque, encore une fois, la profondeur demeure une faiblesse. Une fois que les deux premiers trios sont sur le banc, on n'obtient pas nécessairement le même rendement de la part de notre fond de grille offensive. Donc, 2 faiblesses identifiables et je les placerai dans le troisième palier. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu en parlais de leur brigade défensive qui sont vraiment axés défensivement. Puis que, tu sais, on en parlait dans un autre épisode que peut-être Quinn Hughes serait vraiment une bonne acquisition à faire pour vraiment hausser leur jeu offensif en défense. Mm-hmm. Mais moi aussi, je les mets dans le troisième palier. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que Détroit, dans les prochaines années, s'en vont vers le haut? Est-ce qu'ils s'en vont vers le deuxième et le premier palier? Ou est-ce qu'ils vont soit rester là ou descendre et performer moins bien? Je trouve ta réflexion intéressante. Du côté des Red Wings, notre banque d'espoir est remplie, mais il y a très peu de ces genoux-là qui se sont vraiment prouvés au niveau professionnel. Donc, c'est difficile d'apposer un verdict au moment où on se parle. On en saura un peu plus au fil des prochaines années, mais honnêtement, plusieurs espoirs très reluisants, que ce soit Michael Branseng-Nugard, Carter Bear, Sébastien Cossa, qui est peut-être le futur gardien de franchise. Donc,
tout va dépendre de l'évolution de ces jeunes-là. Mais en ce moment, ma confiance règne en Steve Yzerman et j'oserais dire que les Red Wings sont sur la pente ascendante. Est-ce que tu vois les choses d'un aspect différent? Ben, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi considérer qu'ils ont plusieurs de leurs jeunes en ce moment vont rentrer dans la fleur de l'âge, comme tu le dis, dans leur prime en anglais. Ouais. Puis je pense qu'il y a un petit risque que les jeunes, leur banque d'espoir dont tu parlais, vont arriver un peu trop tard pour pouvoir aspirer. Tu sais, que évidemment, des Dylan Larkin, des DeBrincat, des joueurs comme tels vont encore performer, mais ils vont plus être dans leurs meilleures années. Et ça, c'est peut-être une crainte chez les partisans des Red Wings que la banque d'espoir arrive, les espoirs arrivent un peu trop tard pour que ça soit comme un mix parfait. Comme c'est ça la différence avec le Canadien, c'est que leurs espoirs vont vraiment arriver quand le noyau du Canadien vont être dans leurs meilleures années, vont pouvoir œuvrer leurs meilleures performances. J'appliquerais un frein à cette pensée-là. Honnêtement, je suis pas amplement d'accord parce que Lucas Raymond a 23 ans ou 24, tandis que Moritz Seider a 24 ans, va célébrer ses 25 en avril. Donc, imaginons qu'on avance de 5 ans. À ce moment-ci, on saura véritablement qu'est-ce que vaut la banque d'espoir des Red Wings. À ce moment-là, Raymond aura 29 ans, Moritz Seider approchera la trentaine. Ça demeure le prime aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Et Alex DeBrincat, à ce moment-là, aura 34 ans. Évidemment, ne sera pas au même niveau, mais du côté des Red Wings, le fait que notre banque d'espoir soit aussi remplie et qu'on dispose de choix de premier tour, c'est qu'on sera en mesure d'aller chercher des véritables game changers par la voie des transactions ou même au fil des étés avec le marché des agents libres. Donc, honnêtement, j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là du côté des Wings. Certainement que la confiance est peut-être un peu moins évidente que celle du côté du Canadien parce que le noyau est vraiment dans la fleur de l'âge, dans son entièreté. Mais de mon côté, je demeure en confiance du côté de Détroit. All right. Et finalement, quelle formation est-ce qui ferme la marche pour toi? Ça va être les Penguins de Pittsburgh. Ouh. Les Penguins de Pittsburgh, je les mets évidemment dans le 3e tiers. Ouais. Peut-être même dans le 4e tiers si on en ajoute un qu'ils n'ont pas d'affaires là. Écoute, c'est une équipe qui est certainement pas aspirante, qui est certainement pas un échange de l'être. C'est en fait le 3e tiers pour cette équipe-là, on va l'appeler le milieu de nulle part. Donc, les Pingouins, c'était supposé être une année de transition. Il y avait beaucoup de spéculation au niveau des échanges pour Sidney Crosby, même s'il va sûrement finir sa carrière là. Puis, c'est une équipe qui est pas supposée être 8e dans la Ligue nationale en ce moment, qui est pas supposée être 2e dans la métropolitaine. Et est-ce que ça va leur faire du bien de faire les séries? Pas nécessairement. C'est pas... Ça, je suis d'accord. Ils vont pas augmenter leur maturité comme les Canadiens. C'est une équipe qui est sur une pente descendante en ce moment. Peut-être pas cette saison, mais pour les saisons à venir. Oui. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? À mon avis, on doit accorder plus de reconnaissance au travail de Dan Muse à titre d'entraîneur de première année. A été en mesure de provoquer l'émergence d'une multitude de joueurs, que ce soit Justin Brazeau, Connor Dwyer, Yegor Shinakov depuis son arrivée à Pittsburgh remplit le filet adverse et Anthony Mantha semble afficher sa forme des beaux jours. Donc du côté de Pittsburgh, on s'est vraiment élevé au sommet du classement cette saison. Les vétérans qui produisent également, Evgeny Malkin et Sidney Crosby qui sont au-dessus de la moyenne du point par match, Erik Karlsson qui demeure un pilier de l'avantage numérique. Et justement, on s'était montré agressif du côté de Kyle Dubas lors de la saison morte 2023 et 2024. Malgré que ce soit une surprise de voir les Pingouins véritablement se hisser aussi haut cette saison, c'est ce qu'on veut. On veut donner une dernière chance à Malkin, à Crosby, à Le Temps, à Erik Karlsson. Et cette saison, on va probablement mettre toutes les chances de notre côté. À mon avis, on va demeurer assez conservateur à la date limite des transactions. Je vois pas vraiment les Pingouins, comme on dit en anglais, swing for the fences et aller chercher un véritable game breaker. Mais malgré tout, je crois que Pittsburgh va ajouter quelques pièces à la date limite et on va tenter de donner une dernière chance à nos vétérans. Mais pour le futur, évidemment, la projection semble peu reluisante. Le ciel est rempli de nuages, si je peux faire cette analogie-là. Et on va devoir amorcer une reconstruction, et ce, nucléaire, à partir de 2027 ou de 2028. Ouais. Mais honnêtement,
tous les amateurs veulent le voir. Sidney Crosby en série une dernière fois, et cette saison, je les mettrai aussi au sein du 3e tiers, mais malgré tout, ce sera du spectacle, et de mon côté, je ne raterai pas un match. Je serai bien installé sur mon divan avec mon popcorn. Donc, c'est ce qui vient fermer notre segment de notre top 10 des aspirants à la Coupe Stanley en vue du bal printanier 2025-2026. Maintenant, on voulait vous glisser un mot sur certains espoirs de la Ligue nationale de hockey qui soit sont en train de brûler leur ligue ou plutôt connaître des rendements en deçà des attentes et qu'on commence à se poser de sérieuses questions à leur endroit. Donc, je te laisse te lancer avec Anton Frondel. Oui, donc Anton Frondel en premier, lui qui a été repêché par les Blackhawks de Chicago, joue dans la ligue suédoise. Je vais vraiment pas bien prononcer le nom de l'équipe, mais Djurgårdens. Djurgårdens IF. Djurgårdens IF. Bref, Anton Frondel, il a un excellent tir, il a un tir dangereux, il a beaucoup de skill en attaque. Ça peut être un joueur même à two-way player, comme on le dit, et il pourrait bien s'installer aux côtés de Connor Bedard. Oui, évidemment. Avec son tir dangereux qui pourrait faire du bien aux Blackhawks dans le futur pour amener de l'offensive et du spark, comme on dit en anglais, aux Blackhawks de Chicago. Ouais, Anton Frondel qui en est à sa première saison dans la Ligue élite de Suède et il connaît un rendement assez impressionnant. En 34 matchs, a inscrit 22 points, donc 15 buts. On se rappelle qu'il fait face à des hommes de hockey professionnel soir après soir. À mon avis, la 3e meilleure ligue de hockey qu'on puisse retrouver au monde. Et on l'a vu au championnat mondial junior, c'est un marqueur naturel. Était justement l'homme à qui on faisait confiance sur l'avantage numérique des Suédois, notamment avec Ivar Stenberg. Et tu le mentionnais, il pourrait s'aligner aux côtés de Connor Bedard à titre d'ailier gauche. Il demeure que c'est un attaquant avec une stature imposante, 6 pieds 2, environ 200 livres. Malgré que son jeu ne se centre pas autour de ses attributs physiques, il pourrait apporter une certaine robustesse et justement, il compléterait un joueur générationnel comme Connor Bedard. Ma projection serait un marqueur d'environ 70 points qui pourrait noircir la feuille de pointage avec 30 à 35 buts par saison. Et Anton Frondel qui m'impressionne parce que au fil de l'été, on disait qu'il n'était pas nécessairement dans la meilleure condition physique. Il semble que cette issue-là ait tout simplement disparu et Frondel a un avenir assez brillant devant lui. Moi, je voulais vous glisser mot de Michael Age, évidemment l'espoir des Canadiens de Montréal, qui est tout feu tout flamme dans la NCAA présentement. 37 points en 28 matchs, fait partie du top 10 des meilleurs marqueurs dans les rangs collégiaux. Et il est la pierre angulaire de sa formation à Michigan. Du côté du Canadien, pourrait s'immiscer à titre de 2e centre pas plus tard que l'an prochain. Et encore une fois, un travail magnifique de la part des recruteurs du Canadien de le sélectionner au 21e rang en 2024. Il y a quand même 20 formations qui ont passé leur tour sur un Michael Age. Et je crois que dans un avenir rapproché, pourrait faire partie du noyau des Canadiens du côté de l'offensive. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a déjà des caractéristiques de certains joueurs qui sont dans la Ligue nationale en ce moment, comme par exemple son QI ou peut-être même sa vitesse, ses mains. On l'a vu lors du Mondial Junior dans lequel il jouait en tant qu'ailier droit. Michael Age, on l'a vu dans ses entrées de zone, qui a des bonnes mains, qui a une vitesse, qui a un bon sens du jeu. Ouais. Et c'est un bon fabricant de jeu aussi, il faut le mentionner. Il jouait sur l'avantage numérique, il a un bon tir. Je le verrais s'installer dans le top 6 du Canadien d'ici quelques années. Le premier trio, peut-être pas, je ne sais pas, aux côtés de Suzuki et Caulfield, reste à voir ce qui va advenir des joueurs futurs au Canadien. Mais dans le top 6, certainement, que ce soit au centre, que ce soit à l'aile droite. C'est un excellent joueur qui a un excellent rendement dans la NCAA qui devient de mieux en mieux, cette ligue-là, qui devient de plus en plus compétitive. Donc, c'est un excellent espoir. Puis tu l'as dit, au 21e rang, c'est un vol, là, si on peut dire ça comme ça, au repêchage. On l'a vu briller au championnat mondial junior, 15 points en 7 rencontres. Honnêtement, j'oserais affirmer que c'était le meilleur attaquant du tournoi, point blank period. Du côté de Michael Age, justement, tu le mentionnais, sa vitesse en entrée de zone, son sens du jeu, il se développe véritablement comme un fabricant de jeu et à Michigan State, c'est aussi développé des habiletés de marqueur. On le voit parfois marquer des buts spectaculaires. Donc, j'ai hâte de le voir
à l'œuvre du côté des Canadiens de Montréal dans un futur quand même assez hâtif, mais Michael Hage qui a un avenir brillant devant lui, comme Anton Frondel. Évidemment, les espoirs qu'on va vous présenter appartiennent à la crème de la crème au niveau de la Ligue nationale de hockey. De qui est-ce que tu souhaitais nous parler par la suite? Ouais, ben j'aimerais juste dire qu'il joue à Michigan et non à Michigan State. Ah, Michigan State, c'est pardon, mon erreur. Parce qu'il y a un autre joueur qu'on va parler. Oui, c'est ça. Bref, next, ça va être Caleb Desnoyers, qui a été repêché par le Mammoth de Utah. Lui, c'est un grand joueur, 6 pieds 2, il est rapide, c'est un bon fabricant de jeu, il crée une offensive. Écoute, il peut vraiment être... on peut vraiment lui faire confiance défensivement, même contre les meilleurs joueurs, les meilleurs attaquants qu'il va falloir qu'il affronte au cours de sa carrière. Cette année, 46 points en 29 matchs dans la LHJMQ avec les Wildcats de Moncton. L'année passée, il y en avait 84 points en 56 matchs, oui. Et c'est ça, il y a des excellentes mains, c'est un bon fabricant de jeu, il peut vraiment repérer ses coéquipiers en faisant des bonnes passes vives. Donc, c'est ça que... Vas-y. C'est ça. Du côté de Caleb Desnoyers, il est aussi reconnu pour son travail dans les 3 zones de la patinoire. Son rendement défensif avait vraiment été... médiatisé lors du repêchage 2025. Et du côté de Utah, on s'en est saisi pour qu'il s'établisse comme deuxième centre à long terme derrière Logan Cooley. Et après un début de saison peut-être en dents de scie, notamment miné par les blessures du côté de Caleb Desnoyers, il a vraiment repris son rythme de croisière et les Wildcats demeurent l'une des meilleures formations de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Et honnêtement, je vois Caleb Desnoyers s'établir dans la Ligue nationale de hockey assez rapidement parce que sa façon de jouer au hockey est si adaptable à la Ligue nationale de hockey. Je crois pas qu'on aura besoin d'un énorme moment de progression où on devra transiger avec la Ligue américaine. Du côté de Caleb Desnoyers, une fois qu'il fera le saut avec le Mammoth, je ne le vois pas redescendre. Un deuxième centre dans le futur est probablement l'un des meilleurs du circuit. J'oserais pas nécessairement tracer de comparable avec Sean Couturier directement, mais les deux joueurs sont très semblables et proviennent de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Donc, voilà. C'est un autre joueur avec beaucoup de caractéristiques déjà dignes de la Ligue nationale. Donc, il va vraiment bien pouvoir s'installer au niveau du Mammoth. De mon côté, je souhaitais parler de Caden Lindstrom, sélectionné 4e au total par les Blue Jackets en 2024. Et cette saison, sa première dans la NCAA, connaît un rendement en deçà des attentes avec 7 points en 23 matchs. Du côté de Columbus, on l'avait sélectionné en 23-24 suite à une saison très prometteuse. Évidemment, Caden Lindstrom, qui est un véritable pan de mur, 6 pieds 5, environ 225 livres de chair par-dessus, et on l'avait sélectionné pour qu'il devienne un attaquant de puissance primaire dans la Ligue nationale de hockey, notamment au vu de son talent et ses habiletés de marqueur. En bref, on souhaitait qu'il devienne un mélange entre Mikko Rantanen et Matthew Tkachuk, mais après une saison sur la touche en raison des blessures, disons que son retour au jeu a été mi-figue, mi-raisin, voire décevant, et sa projection de carrière semble plus incertaine que jamais. Le fait qu'on l'ait sélectionné juste avant Ivan Demidov pourrait être remis en question du côté des Blue Jackets. Évidemment, il est peut-être un petit peu trop tôt pour établir un verdict final, mais Caden Lindstrom obtiendra une chance au niveau du circuit Batman au fil des prochaines années, considérant sa sélection très hâtive au repêchage. Mais est-ce qu'il va vraiment s'établir comme un membre primaire des Blue Jackets, soit un membre du premier trio, un des meilleurs attaquants de puissance de la Ligue nationale? J'en suis pas aussi certain. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ils l'ont repêché grâce à son gros gabarit, puis qui peut amener de l'offensive, de la défensive. Ils l'ont vraiment pris en voulant avoir un centre du futur, ou peut-être même un allié gauche. On sait qu'il peut jouer à cette position-là. Ouais. Mais écoute, avec sa production cette année, on commence à se reposer des questions. Puis écoute, là, tu le compares à Demidov. Demidov, lui, il est déjà bien installé dans la Ligue nationale. Ben attention, je ne comparais pas à Demidov. Je tentais justement d'établir le parallèle avec leur show de repêchage. C'est ça que je voulais dire. Puis, ben écoute, Caden Lindstrom commence vraiment à nous décevoir avec Michigan State University. Puis, est-ce qu'il va bien pouvoir s'installer dans la Ligue nationale avec son gros gabarit, encore une fois? On le sait pas. On l'espère pour les Blue Jackets, on l'espère pour leur futur et pour qu'ils s'installent dans leur noyau. Donc, bref, reste à voir ce qui va se passer avec cet espoir-là qui joue vraiment en deçà des attentes cette année. Ben, du côté de Lindstrom, excluant toute blessure, je crois quand même qu'il va s'établir comme un membre de la Ligue nationale sur une base régulière parce que justement, son gabarit va lui permettre d'apporter une certaine robustesse.
Et ses habiletés de marqueur sont indéniables. Mais au fil des dernières années, les blessures ont miné son développement, un peu comme un Kirby Dach en fait. Et est-ce qu'on pourrait vraiment considérer qu'il fera partie du noyau des Blue Jackets? À mon avis, il est trop tôt pour en faire une analyse finale, considérant qu'on a 23 matchs à se mettre sous la dent depuis la saison 2023-2024, mais disons que son rendement a vraiment été en deçà des attentes et son développement futur sera certainement à maintenir sous la loupe. Finalement, quel espoir est-ce que tu nous souhaitais nous présenter pour fermer la marche? Donc, un deuxième espoir qui appartient au Canadien, Alexander Jarowski, j'espère que je le prononce bien, Oui. qui joue avec, Ufa Salavat Yulayev. Bref, dans la KHL, qui est une des meilleures ligues de hockey dans le monde. Certains disent que c'est la deuxième meilleure ligue de professionnels de hockey au monde. Je suis d'accord avec ça. Moi. Et écoute, en tant que jeune de 18 ans, il a une très bonne saison, 36 points en 44 matchs dans la KHL. Il a d'excellentes mains. Écoute, il a un excellent sens du jeu. Il peut même être un fabricant de jeu. Il joue sur l'avantage numérique de son équipe et pourrait très bien s'installer en ce moment dans la Ligue nationale. On en parlait tantôt de Michael Age qui pouvait s'installer sur le top 6 du Canadien, mais il va falloir qu'il se batte avec Alexander Jarowski pour voir qui a la place sur le premier ou le deuxième trio. Bref, ça va être un espoir qui va vraiment être important pour le futur du CH. Ben, du côté de Jarowski, 36 points en 44 matchs cette saison, à 18 ans, dans une ligue d'hommes, tu le mentionnais, probablement la deuxième meilleure ligue à l'international et presque, comment je pourrais dire, pas nécessairement en voie de battre le record de Vladimir Tarasenko, mais s'en approche dangereusement, soit le meilleur total de points pour un joueur de 20 ans et moins dans la Ligue continentale de hockey en Russie. Et justement, on a vu plusieurs séquences vidéo depuis le début de la saison. Des mains magiques du côté d'Alexander Jarowski pourraient se révéler un contributeur important du top 6 dans le futur. Et du côté des Canadiens, on a un véritable surplus de richesse en termes de jeunesse. Probablement que certaines pièces qui semblent très prometteuses vont être utilisées dans des échanges éventuels. Peut-être pas Alexander Jarowski, évidemment, mais on a véritablement un noyau qui s'en vient et le Canadien sera une menace à venir pour les 10, 15, peut-être même 20 prochaines années. Kent Hughes a véritablement changé cette formation-là et en a fait un volte-face incroyable. Oui, plusieurs le classent au-dessus de Michael Age en tant que classement des espoirs. Intriguant, par contre. Oui, mais Jarowski a été pris... Tu sais, on parlait de Michael Age 21e. Ouais. Jarowski 34e. Donc, c'est encore une fois un excellent travail de l'équipe de repêchage de Montréal. Puis, il risque de faire des flamèches dans cette équipe-là et de vraiment s'installer dans le noyau du Canadien qui continue à se remplir d'excellents jeunes, d'excellents joueurs. Oui, parce qu'on avait vu le Canadien transiger les 41e et 49e choix au total de l'Encan 2025 pour se saisir de la 34e sélection. Et à ce moment-là, je me disais, il me semble que c'est cher payé pour un bond de 7 positions de se débarrasser de 2 choix de deuxième tour. Mais à ce point-ci, je ne crois pas que Kent Hughes et sa formation de recruteurs regrettent leur sélection parce qu'Alexander Jarowski produit à un rythme que j'aurais considéré comme inimaginable pour un jeune de 18 ans dans la Ligue continentale de hockey et devrait s'adapter à la Ligue nationale de hockey malgré un jeu qui est majoritairement centré autour de ses habiletés avec la rondelle. Si on le conjugue à Ivan Demidov dans le top 6, je crois vraiment que ce duo-là pourrait faire des flamèches comme tu le mentionnais. Donc, on a un échange qu'on souhaite couvrir qui a eu lieu juste avant le gel des alignements pour la pause des Olympiques, soit mercredi à 16h. Artemi Panarin qui passe du côté de Los Angeles. Je te laisse te lancer là-dessus. Bon, écoute, Artemi Panarin, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est l'équipe qui a choisi? Tu sais, parce que tu le disais, il avait le contrôle de sa destinée. Il pouvait décider où est-ce qu'il allait, son contrat. Exact. Et écoute, où est-ce qu'il allait habiter, dans quelle équipe, bref. S'il voulait aller à Los Angeles, tu sais, tant qu'à y être, vas-y après ta carrière, mais si tu veux gagner une Coupe Stanley, c'est pas la place où aller en ce moment. Artemi Panarin, surtout qu'ils sont allés chercher un choix conditionnel de 3e ronde, les Rangers, je parle, et un espoir en Liam Greentree qui joue dans la AHL, puis écoute, c'est pas un Jarowski dont on disait. Les Kings ont tout de suite signé Panarin à 2 ans, 11 millions. Ouais. On pouvait s'y attendre qu'il allait avoir une prolongation de contrat. Ben, c'était une des exigences de Panarin pour un échange. OK, ben c'est ça. Puis, écoute,
je comprends pas sa décision. Tu sais, il y avait des équipes sur la table comme l'Avalanche, les Stars, bref, on en a parlé l'épisode passé. C'est plein d'équipes qui sont aspirantes à la Coupe Stanley et les Kings ne le sont pas. Peut-être qu'ils voulaient faire un dernier tour de table pour donner peut-être une dernière chance à Anze Kopitar, mais écoute, cet échange-là va pas les rendre des aspirants cette année. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'ai mentionné à outrance sur mon podcast anglophone, at 99's Office, mais Artemi Panarin, c'est le profil dont les Kings avaient besoin. On parle d'un game breaker offensif, et on l'a vu régulièrement avec Anze Kopitar, son jeu qui malheureusement est en déclin considérant son âge avancé, mais je respecte la décision de Ken Holland de véritablement choisir une direction pour les Kings. Parce qu'un peu comme dans le film de Rapide et Dangereux, il y avait véritablement deux directions qu'on pouvait prendre, soit celle d'y aller all-in for Panarin ou celle, justement, d'amorcer une reconstruction. Parce que du côté des Kings, notre noyau est vieillissant. Anze Kopitar en est à sa dernière saison dans le circuit, va annoncer sa retraite lors de la saison morte cet été. Drew Doughty connaît une certaine baisse de rendement et plusieurs de nos joueurs approchent la trentaine, notamment Kevin Fiala. J'avais un autre joueur en tête qui m'échappe. C'est Adrian Kempe, à qui on a consenti une prolongation de contrat de 85 millions au mois de novembre. Donc, évidemment, tu veux satisfaire ton noyau. Et Quinton Byfield ainsi que Brent Clark ne connaissent pas nécessairement la progression attendue. Donc, du côté des Kings, on devait choisir une direction. On a décidé d'y aller all-in pour Artemi Panarin. Et avec son addition, je crois que les Kings vont participer aux séries, et ce, de façon assez sécuritaire, malgré une compétition absolument... malgré une hérésie dans l'Ouest. Pourquoi c'est le premier mot qui m'est apparu? Je ne saurais pas nécessairement le dire, mais Artemi Panarin qui va changer la donne pour cette formation-là. Malgré tout, je ne les vois pas faire un long bout de chemin en série parce qu'on manque de véritable dynamisme. C'est une équipe qui est très lente sur patin, une brigade défensive qui n'est pas vraiment centrée vers l'attaque, et certaines formations vont probablement nous manger tout cru, surtout quand on considère l'âge avancé de Darcy Kuemper. Mais les Kings ont choisi une décision. Je respecte le call de Ken Holland, et au fil des 2 prochaines saisons, on va véritablement tenter d'aspirer à la Coupe Stanley. Probablement qu'on n'y parviendra pas si on se fie à l'avis de multiples experts et aux nôtres. En 2028, est-ce qu'Artemi Panarin va prolonger à Los Angeles? À mon avis, non. Mais la décision lui appartient. Il devait choisir. Est-ce qu'il priorisait le contrat, l'équipe ou la location? De son côté, il est allé avec la location. Et c'est une décision que je respecte, considérant qu'il avait le contrôle de sa destinée. Mais un échange quand même assez étrange du côté des Kings, qui ont décidé d'y aller all-in. Maintenant, qu'est-ce que tu penses du côté des Rangers? Ben, les Rangers qui... Écoute, on peut dire qu'ils ont réussi à échanger ce joueur-là, à pas le perdre, en fait, contre absolument rien. Ils sont allés chercher quelque chose, mais c'est pas un gros échange, surtout pour un joueur du calibre à Panarin. Je pense vraiment que la clause dans le contrat a joué là-dessus. Mais écoute, ils sont allés chercher quelque chose, puis ils perdent une de leurs pièces maîtresses pour une équipe qui va peut-être amorcer une reconstruction. Mais en fait, qui va amorcer une reconstruction dans le futur. Donc, c'est le premier pas. Mais aller chercher un espoir qui risque pas d'être une des superstars de la Ligue nationale dans le futur, c'est pas le meilleur échange pour eux, là. Ouais. Ben, du côté de Chris Drury et de l'état-major des Rangers, on avait en quelque sorte les mains liées, parce qu'on l'a mentionné à de multiples reprises pendant ce segment-là. Artemi Panarin avait le contrôle absolu de sa destinée avec sa clause de non-mouvement. Donc, évidemment, la décision lui revenait presque entièrement. Mais pour un game breaker de la trempe d'Artemi Panarin, qui, il y a 2 ans, a fini 4e au classement du Hart avec 49 buts et 120 points au compteur, disons que d'obtenir un choix conditionnel de 3e tour, un choix de 4e tour plutôt, et l'espoir de Liam Greentree, qui connaît une saison en deçà des attentes avec les Spitfires de Windsor, disons que ça laisse plusieurs amateurs sur leur faim. Du côté de Greentree, à mon avis, pourrait s'établir comme un membre du Middle Six des Rangers dans un avenir peut-être pas nécessairement rapproché, considérant ses lacunes évidentes au niveau du patin, mais dispose certainement d'un potentiel offensif, demeure un choix de premier tour. Honnêtement, c'est un bel atout à avoir au sein de sa formation, mais les Rangers, au fil des 10 dernières années, ont probablement été la pire formation à développer des espoirs. Et là, vous me dites peut-être que je me base pas sur grand-chose. Je vais vous sortir une liste, OK? Lias Andersson, Philip Chytil,
Keandre Miller, Vitaly Kravtsov, Nils Lundqvist, Capo Caco, j'ai déjà dit Keandre Miller, Alexis Lafrenière, Brennan Hoffman. Aucun de ces joueurs-là n'a répondu aux attentes et plusieurs ont été transigés depuis. Donc, du côté des Rangers, disons que ça semble être un long shot de voir Liam Greentree véritablement s'installer comme un membre primaire de leur offensive. Et les choix, soyons honnêtes, à moins d'un miracle de la part des recruteurs, ne deviendront tout simplement rien. Donc, du côté d'Artemi Panarin, les Kings, évidemment, ont le dessus au niveau de la valeur monétaire. Et justement, du côté d'LA, ce qui est intéressant, c'est que on dispose toujours de notre choix de premier et de deuxième tour. On en a même 2 avec celui des Blue Jackets de Columbus. Donc, si on souhaite faire une autre acquisition pour ajouter à notre formation et véritablement paraître comme un sérieux prétendant à la Coupe Stanley, eh bien, c'est une possibilité pour Ken Holland et j'ai hâte de voir les tractions qu'ils vont mettre en place sur le marché des transactions. Donc, c'était notre avis sur l'échange d'Artemi Panarin. Évidemment, le Russe qui n'a pas disputé son premier match avec les Kings de Los Angeles, ça se fera attendre à la suite de la pause des Olympiques. Et finalement, on vient fermer notre podcast avec l'un de nos habituels jeux de hockey, soit le concept du Keep 5, Cut 5. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec ce système-là, c'est qu'on vous présente une catégorie spécifique. Par exemple, je vais vous donner les premiers choix au total. Et on va présenter l'un à l'autre un joueur à tour de rôle. Donc, par exemple, imaginons que je dise Connor McDavid à Léo, probablement qu'il va vouloir le garder. Donc, tu peux en garder 5, tu dois en couper 5, et le but, c'est de faire la meilleure liste possible sans nécessairement savoir les joueurs qui sont présentés. Donc, Léo, je te laisse commencer avec ta liste pour moi. Ouais, moi, je t'ai fait une liste de joueurs américains. Ouh, donc, intéressant. va falloir que tu prennes la place du directeur général de l'équipe américaine là, aux Jeux Olympiques et voir, Bill, Damien Larivière, Guérin. et voir s'il a fait des bonnes décisions. Certainement. Donc, en première place, je vais y aller avec un certain Lane Hutson. OK. Donc, considérant que plusieurs joueurs ont été laissés de côté au sein de la formation américaine, je me demande vraiment quel mélange tu as pu me présenter. Est-ce que tu as vraiment des joueurs qui sont établis au sein de la formation comme des Austin Matthews? Parce que du côté de Lane Hutson, évidemment, son rendement offensif parle de lui-même. Au-dessus d'une moyenne de points par match au moment où on se parle. Mais est-ce qu'il peut vraiment s'établir au sein de cette formation-là et avoir un rendement efficace sur une troisième paire de défenseurs? Parce que, soyons francs, il s'alignerait derrière Quinn Hughes et Zach Werenski. Je crois que de mon côté, je vais laisser Lane Hutson, mais c'est un cut très, très respecté envers Lane Hutson. Son rendement est incroyable cette saison. All right. Donc, cut Lane Hutson. OK. Donc, de mon côté, j'y suis allé avec les 3e choix au total. Et j'ai débuté avec Tim Stützle. Je tiens à préciser une chose, pour les joueurs qui sont encore actifs, parce qu'il y en a des anciens là-dedans, une projection de carrière. Donc, une fois que tout le monde aura accroché ses patins, à quoi est-ce que le rendement pourrait ressembler? Donc, je te laisse lancer les hostilités avec Tim Stützle. Bon, Tim Stützle, tu commences fort. Oui. Écoute, c'est peut-être le meilleur joueur des Sénateurs d'Ottawa qui risque vraiment de s'installer dans la Ligue nationale, 24 ans. C'est un joueur offensif d'un calibre aberrant, si on peut dire ça comme ça, qui va vraiment être un des meilleurs attaquants. Pas mal dans le circuit, dans le futur. Avec tous les joueurs qui ont été repêchés au 3e rang au total. Écoute, je vais le prendre, je vais le keep pour mon premier choix. Je vais garder Tim Stützle. Donc, jusqu'à présent, Tim Stützle qui figure... Mon Dieu, attends, j'ai scrappé son nom. Tim Stützle qui figure parmi les keeps de Léo, tandis que de mon côté, j'ai laissé de côté Lane Hutson. Donc, ton deuxième joueur? Ouais. Pour le deuxième joueur, je vais y aller avec Brock Nelson. OK. Pour l'équipe américaine, à mon avis, il devrait avoir sa place avec la formation de Bill Guérin. C'est révélé comme l'un des meilleurs marqueurs du circuit cette saison en tant que deuxième centre de l'Avalanche. Fait partie du noyau de la meilleure formation de la Ligue et mérite amplement sa place sur l'équipe américaine. Je vais garder Brock Nelson. All right. Donc, de mon côté, je te présente l'ancien des Panthers de la Floride, Olli Jokinen. Oh boy, OK. Olli Jokinen? Oui. Je pense que je vais le couper. Écoute, avec tous les joueurs qui ont été pris à ce rang-là, c'est sûr que il y en a des moins bons, il y en a des bons, mais écoute, avec des joueurs tels
Escanen, peut-être que je me trompe. Je te donnerai pas les exemples tout de suite parce qu'ils vont venir un petit peu plus tard dans ma liste. Mais ouais, je vais le couper. Là. Ben oui, Olli Jokinen, centre à caractère un petit peu plus défensif malgré tout, a été un membre de plusieurs formations et a roulé sa bosse dans la Ligue nationale, mais je respecte ta décision. Donc pour l'instant, un keep, un cut de chaque côté. Ouais. Qui est-ce que tu me présentes? Kyle Connor. Ouf, mon Dieu. Honnêtement, l'an dernier, à la confrontation des 4 nations, a véritablement déçu. Lors du match ultime, avait été laissé de côté par Mike Sullivan derrière le banc. Et du côté de Kyle Connor, ses habiletés de franc-tireur sont indéniables. Mais dans les matchs importants, on le voit parfois un peu disparaître, si je peux le dire comme ça. En série, l'an dernier, a vraiment été étincelant pour les Jets de Winnipeg. Mais sur la scène internationale, m'a pas vraiment impressionné jusqu'à présent. De mon côté, lorsque j'ai fait ma formation finale autour du 20 décembre, j'y avais inclus Kyle Connor, mais je l'avais laissé de côté. Donc, faisait pas partie du 12 partant du côté des attaquants. Et je crois que je vais le garder, par exemple, parce qu'il devrait faire partie de cette formation-là. Et c'est un joueur qu'on pourrait qualifier de plug and play. Si un joueur se blesse au sein du top 6, c'est ton remplacement numéro 1. Donc, je vais garder Kyle Connor. De mon côté, je te présente Scott Niedermayer. Oh boy, ok. Bon, là, ça commence à se corser. Attends, comment on prononce son nom? C'est juste Niederreiter? Scott Niedermayer. Niedermayer, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, je vais le couper. Parce que, tu sais... Ouais. Intriguant. Hot take. Ouais, je vais le couper. Scott Niedermayer, défenseur des années 2000. Ouais. Quand même un Norris à son nom. Impressionnant. Intéressant comme décision. Donc, je t'écoute. Au 4e rang, je vais aller avec un autre joueur des Canadiens, en Cole Caulfield. OK. Donc, à mon avis, c'est la décision vivante du 50-50 parce que ses habiletés de marqueur sont indéniables. Cole Caulfield qui a déjà 32 buts derrière la cravate cette saison, mais évidemment, son gabarit qui peut faire peur au sélectionneur de l'équipe américaine du haut de ses 5 pieds 7. Et à mon avis, il aurait été difficile de véritablement émisser Cole Caulfield au sein de cette formation-là parce que tu dois lui consentir un rôle de top 6 pour qu'il brille véritablement, peut-être top 9 si on est généreux, mais à mon avis, les ailiers droits devant lui dans sa formation méritaient leur place à son endroit. Par exemple, que ce soit Brady Tkachuk, on va voir Matt Boldy œuvrer sur l'aile droite, potentiellement Tage Thompson. Donc, je crois que c'est difficile de garder Cole Caulfield au sein du 12 partant et je vais le laisser de côté. Okay. Donc, présentement, j'ai gardé Nelson et Connor, tandis que j'ai laissé de côté Hudson et Caulfield, les partisans des Canadiens qui vont peut-être me flame dans les commentaires. Ce sera à découvrir. De mon côté, je te présente comme 4e candidat, Logan Cooley. Alright, Logan Cooley. Fait que toi, tu parlais que c'est vraiment une projection de carrière. Ouais, exactement. Logan Cooley, avec qui on débat s'il va être meilleur que Juraj Slafkovský dans sa carrière. Ouais, avec ce repêchage-là. Il est en train de s'installer en tant que vraiment le premier centre du Mammoth de Utah et devrait l'être pour les années à venir. Donc, je vais le garder dans mon équipe. Donc, on est toujours à 2 partout de chaque côté. Tim Stützle et Logan Cooley ont été maintenus par les hauts, tandis que Scott Niedermayer et Olli Jokinen ont été laissés sur les lignes de côté. Ton 5e candidat? Ça va être un joueur qui vient d'atteindre le plateau des 60 points en Jake Gensel. Ah, OK. Honnêtement, easy keep à mon avis. Jake Gensel a été l'un des producteurs les plus étincelants à la confrontation des 4 nations pour l'équipe américaine, a marqué plusieurs buts importants. Cette saison pour le Lightning demeure un membre capital de leur avantage numérique. C'est un sniper né du côté de Jake Gensel et il est dans la fleur de l'âge. On va probablement le placer aux côtés d'un fabricant de jeu comme un Jack Hughes et j'ai hâte de voir Jake Gensel à l'œuvre, donc je le garde sans trop d'hésitation. De mon côté, je te présente Jonathan Huberdeau. OK. Jonathan Huberdeau, ben là, si on y va pour projection de carrière, c'est pas mal. Ça s'en va pas mal vers le bas. Il y avait vraiment... on avait vraiment de grandes attentes. Mettons, je te demande de regarder le outlook final. Oui, c'est ça. En tant que... On avait des grandes attentes pour lui chez les Panthers, mais là, depuis l'échange avec Tkachuk, il joue vraiment en deçà de ses attentes depuis l'échange. Je pense que je vais... Là, ça me déchire, mais je pense que je vais devoir le couper lui aussi. Ouais, je vais le couper. Ouais, intriguant. Certainement connu une chute drastique suite à l'échange envoyant Matthew Tkachuk à Sunrise, comme tu le mentionnais. Mais Jonathan Huberdeau, quand même fort d'une saison de 115 points,
Évidemment, pas de coupe Stanley derrière la cravate avec les Flames. Est-ce que ça va être une possibilité? À voir, mais moi aussi, j'aurais été déchiré par cette décision-là. Donc, maintenant, 3 cotes du côté de Léo avec Jonathan Huberdeau, un autre membre des Panthers en Olli Jokinen et Scott Niedermayer. Ton 6e candidat. Mon 6e candidat, c'est un autre joueur qui est controversé, une autre décision de Bill Guerin qui est controversée, JT Miller. Du côté de JT Miller, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie, du moins à l'œil, parce qu'il présente un arsenal d'habileté, si je peux le dire comme ça, parce que c'est un bon marqueur, un fabricant de jeu excellent, mais il apporte aussi du papier sablé, de la hargne, de la robustesse. Les Rangers l'ont élu comme capitaine pour son leadership. Majoritairement, ça a tourné au vinaigre, cette expérience-là de JT Miller à New York. Et quand on regarde les joueurs qui ont été laissés de côté du côté de Bill Guerin, pour moi, JT Miller aurait pu rester à domicile pour le tournoi pour les Olympiques plutôt, mais c'est une décision déchirante. Plusieurs le verraient comme un candidat facile à éliminer, mais à la confrontation des 4 nations avait été l'un des meilleurs joueurs de profondeur des Américains, et JT Miller cote, mais avec beaucoup de respect. OK. De mon côté, comme 6e candidat, je te présente Miro Heiskanen, que tu mentionnais un petit peu plus tôt. 3e choix au total en 2017. Bon, lui, ça va être un easy keep, si on dit ça de même. Écoute, lui, il est très jeune, un joueur des Stars d'une équipe qui va aspirer pour les prochaines années, seulement 26 ans. C'est un joueur qui a déjà, dans sa carrière, près de 300 points, si je me trompe pas. A dépassé la barre des 300 points. OK, Ouais. bon, ben, c'est un joueur que je vais garder avec facilité dans mon équipe. Donc, des deux côtés, on est à 3 keeps, 3 cotes. Tu as maintenu Tim Stützle, Logan Cooley et Miro Heiskanen. Tu mises sur la jeunesse, tandis que tu as laissé de côté Jokinen, Niedermayer et Huberdeau. Oh yeah. Donc, maintenant, je te laisse me présenter ton 7e joueur. Ça, c'est un joueur qui explose cette année, Trevor Zegras. Ouf. Je vais devoir le couper, notamment pour son rendement récent du côté des Flyers qui ont vraiment frappé un mur depuis le début 2026. Trevor Zegras n'a pas échappé à la tendance, malgré tout. Le fait qu'il ait élevé son jeu d'un cran et qu'il se soit rétabli parmi les meilleurs joueurs U25 de la Ligue nationale de hockey, ça demeure une joie pour tous les amateurs parce que ses feintes sont mirobolantes et c'est un spectacle soir après soir. Mais je crois malgré tout que Trevor Zegras ne se serait pas vraiment établi dans un rôle de profondeur pour l'équipe américaine parce qu'encore une fois, je lui préfère les centres qui ont été choisis, que ce soit Eichel, Matthews, Jack Hughes ou Brock Nelson. Il n'y avait tout simplement pas sa place au sein de cette formation-là et je vais le couper sans trop hésiter. Maintenant, je te présente Pat LaFontaine. Alright. Rappelle-moi, j'ai combien de joueurs de couper et combien de garder? T'es à 3 de chaque côté. OK, 3 de chaque côté. Ouais. Pat LaFontaine, c'est un excellent joueur des Highlanders, plus de 1000 points, je pense, dans sa carrière, si je me trompe pas. Oui. Bon, je pense que je vais le garder. Je vais arrêter de miser sur la jeunesse et je vais en prendre un qui ne joue plus. Non, mais je respecte ta décision. Pat LaFontaine, qui, au fil des années 80 et 90, était tout simplement l'un des meilleurs joueurs de hockey. Plusieurs saisons au-dessus de 100 points. Donc, je te voyais miser sur la jeunesse depuis le début. Je suis comme, est-ce qu'il va maintenir la tendance? Mais c'est un joueur auquel on ne peut pas échapper. Pat LaFontaine, ton 4e keep. Donc, le 8e joueur? Un défenseur que je pense que tu apprécies beaucoup en Zach Werenski. Attends, moi, de mon côté, j'ai combien? J'ai 4 cotes puis 3 keeps. Oui, exact. OK, donc je vais y aller sans hésitation pour un keep avec Zach Werenski. À mon avis, probablement le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey cette saison. 2e meilleur compteur chez les défenseurs, si je ne m'abuse. Et avec les Blue Jackets, a été leur meilleur joueur, tout simplement pour une formation qui se bat pour une place en série. Grâce à lui. C'est ça. L'an dernier, après une saison éclatante, on se disait, est-ce qu'il sera vraiment en mesure de maintenir son niveau où il aspirait au Norris? À mon avis, il pourrait gagner le Norris cette saison. Et je le vois figurer sur l'équipe américaine, probablement même sur la première paire aux côtés de Charlie McAvoy. Aucune hésitation de mon côté. Donc maintenant, je te propose Henrik Sedin à titre de 8e candidat. Je vais le garder. Donc, ton 5e keep sera... Parce que là, je te rappelle, tu as 4 keeps et 3 cotes. Est-ce que tu maintiens Henrik Sedin? Écoute, je pense que je suis pas capable de le couper, mais... Il y a un Art Ross à son nom, quand même. Oui, c'est ça. Puis il y a quand même un autre joueur qui a été repêché en 3e position que tu me gardes sûrement pour la fin.
Mais... Là, ça me déchire. Je peux te comprendre. Ouais, écoute, je vais le prendre. Là. C'est tellement un bon joueur, rien que c'est Henrik Sedin. Non, en fait, je vais le couper. Je vais le couper, oui. L'hésitation se fait sentir. Parce Parfait. que Donc, Henrik Sedin qui est coupé du côté de Léo. j'espère qu'il y a un autre joueur qui est dans ta liste. Ouais, Mais... fait que c'est ça. Ton quatrième Ouais. cut. Donc, de ton côté, tu as maintenu Tim Stützle, Logan Cooley, Eskanen et Lafontaine. Tu as laissé de côté Jokinen, Niedermayer, Huberdeau et Sedin. Ouais. De mon côté, pourrais-tu me faire un Oui, récapitulatif? Toi, tu as gardé Brock Nelson, Kyle Connor, Jake Gensel et Zach Werenski. Et Ouais. tu as coupé Lane Hudson, Cole Caulfield, JT Miller et Trevor Zegras. Honnêtement, moi, à date, je pense être sur une perfect Ouais. list. À date. Et là, celui-là, je sais que tu adores ce joueur, mais Je sais déjà de qui tu vas me parler. le 10e joueur, je pense que tu l'aimes encore plus. Donc, je te dis ça en avance. Ok. En 9e, Jason Robertson. Écoute, je peux pas ne pas le garder. Écoute, je serais peut-être déçu. Selon moi, tu m'as donné Jake Sanderson comme 10e joueur. Mais au niveau de Jason Robertson, c'est le meilleur... Attends. Oui, j'en suis certain. C'est le meilleur marqueur américain cette saison au niveau des buts, des points, le meilleur compteur en avantage numérique. C'est un colosse aussi, 6 pieds 3, 220. À mon avis, non, peut-être pas 220, j'irais plus avec 205, disons. Mais probablement le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey à manœuvrer dans les zones restreintes. On le voit dans l'enclave, fait des feintes magiques avec un brin d'espace. Donc, du côté de Jason Robertson, un marqueur qui pourrait en inscrire 50 au tableau cette saison et qui se mérite une extension de contrat fat, je vais le dire comme ça, pourrait se mériter quelque part dans les 90 millions de dollars. Donc, à mon avis, Jason Robertson, un keep. Peut-être que je regretterai ma décision, mais à mon avis, devrait figurer au sein de cette formation américaine et c'est pourquoi je le maintiens. A été dépassé par Jack Eichel. Jack Eichel, c'est ouais, vrai, c'est ça. 68 contre 66, t'as C'est ça. raison. Tandis que, de mon côté, je crois que t'as bien fait d'être patient, je te présente Leon Draisaitl. Le joueur que je voulais, écoute, Leon Draisaitl qui a déjà atteint le plateau des 1000 points à 30 ans. C'est pour ça que j'ai mis Sedin de côté. Puis écoute, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, va devenir un des meilleurs joueurs, un des bons joueurs de l'histoire. Donc je vais le garder avec facilité. Ben, c'était la décision à prendre. Donc, de ton côté, il te reste un joueur, ce sera un cut. De mon côté, il me reste aussi un cut. Qui est-ce que je me dois de couper? Ça, c'est un joueur que tu adores et que c'est un des meilleurs joueurs américains de l'histoire en Jayden Struble. Bro. T'es sérieux ou? Ouais, non, mais c'est... Ok. Mon Dieu, que j'adore. Ben non, Écoute, c'était une joke, c'est parce que je voulais que tu le prennes. Ouais, je comprends. Écoute, j'ai bien fait de choisir Jason Robertson. J'étais convaincu que tu irais avec Jake Sanderson. Parce que tu as mentionné un joueur que j'adore personnellement, Jake Sanderson. Ouais. Moi, je suis partisan de la nouvelle vague des défenseurs. Je les trouve absolument impressionnants, ce qu'ils sont en mesure de faire des trois côtés de la patinoire. Mais Jake Sanderson, c'était pas ta décision finale. Donc, Jayden Struble, je suis satisfait de le laisser de côté. Presque à 10 points, Jayden Struble. Ouais, c'est ça, presque à 10 points. Donc, ma liste finale, à quoi ça ressemble? Ta liste finale, tu as gardé Brock Nelson, Kyle Connor, Jake Gensel, Zach Werenski et Jason Robertson. Et tu as coupé Lane Hudson, Cole Caulfield, JT Miller, Trevor Zegras et Jayden Struble. Donc, tu coupes les 3 joueurs du Canadien, évidemment. C'est de la discrimination. Ben, entendons-nous. Perfect list. Ben oui, soyons francs, ok. C'est parfait. Tu as défait mon ordre. Et moi, comme troisième candidat, je t'avais présenté un joueur. Peut-être que tu aurais aimé le maintenir à la place d'un Logan Cooley ou d'un Tim Stützle. C'est Jonathan Toews. Ah ouais, je l'aurais certainement gardé. Jonathan Toews qui a une coupe Stanley. Oh, il y en a plus qu'une. Oui, qui a il y en a plusieurs coupes Stanley sous sa cravate. Yes. Et que, écoute, c'est un de mes joueurs favoris de l'histoire. Là. Cette équipe-là des Blackhawks avec Patrick Kane, Duncan Keith, c'est une équipe que j'adore. C'est un de mes joueurs préférés, encore une fois. Donc, je l'aurais certainement gardé. Donc, ta liste finale, tu as maintenu Tim Stützle, Logan Cooley, Miro Scanen, Pat Lafontaine et Leon Draisaitl, tandis que tu as laissé de côté Olli Jokinen, Scott Niedermayer, Jonathan Huberdeau, Henrik Sedin et Jonathan Toews. Honnêtement, à mon avis, tu t'approchais d'une perfect list. C'est sûr qu'on a dû jongler avec des candidats impressionnants. Faut dire que moi, je te donnais une marge de manœuvre qui était beaucoup plus restreinte aussi parce que tu avais des joueurs de différentes générations. Donc, au final, faites-nous savoir ce que vous pensez de nos listes. Personnellement, je suis convaincu d'avoir une perfect list. Mais bon, c'est la première fois, je te dirais, parce qu'il y a certains autres jeux qu'on avait fait dans des épisodes précédents
où je m'étais fait avoir bien comme faut. Donc, c'est ce qui vient compléter ce 5e épisode du balado Le Long des Bandes. On vous souhaite le meilleur Super Bowl ce soir, Oh yes. que l'équipe dont vous êtes partisan l'emporte. On va vous maintenir à jour sur nos comptes Instagram et YouTube. Donc, au nom de Damien Larivière et de mon collaborateur Léo Anctil, merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la prochaine.